Alors aujourd'hui c'est un stream un petit peu particulier dans le sens où j'ai vu plusieurs fois dans le chat ouais tu pourrais nous expliquer des trucs un peu plus en profondeur. Ben pourquoi pas vous faire une sorte de petit tuto entre guillemets, tout pour vous expliquer plus en détail ce qui se passe, ce que je fais quand je suis en train de pousser un bouton par exemple. Donc voilà, le but c'est de faire ça pas sur Ivao. Donc là on sera que tous ensemble ce soir. Il n'y aura pas de radio, il n'y aura pas de contrôle. Après on pourra se mettre live à tisser pour se donner un petit peu d'ambiance. Mais voilà, c'est de discuter un peu du 737. Je pense que je vais vous le faire depuis le Cold and Dark parce que là le cockpit est encore en marche. Enfin il est encore en route. Donc ce que je pensais faire c'était de le mettre state load. Ce serait de le mettre dans un état un peu sympa. Voilà. Ça c'est Cold and Dark. Un peu plus sombre. Je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que ça bug pas trop. La cam est un peu décentrée. Voilà. Salut, t'as une QT 737? Non, j'ai pas de QT 737. J'ai des licences pour être pilote professionnel, mais j'ai pas de QT. En fait, j'ai fait des études pour être pilote de ligne. J'ai pas encore trouvé de boulot, donc pour l'instant je fais des lives. Je bosse dans un autre job en attendant. Et je fais des lives tous les lundis soirs. Et là je me suis dit que j'allais faire une sorte de petit tuto 737. Parce que j'ai fait une formation on va dire de vol en équipage qui s'appelle la MCC, qui est à la fin de la formation de pilote de ligne, qui apprend à voler en équipage. Et cette formation elle a été faite sur 737. Donc j'ai appris un peu à me servir du 737. Bon même avant, hein, le premier avion que j'ai appris à voler entre guillemets sur le simu. C'est pas la 320 comme tout le monde, mais moi j'ai bien aimé le 737, donc j'ai fait du 737. Et je me disais que ça changeait un peu des tutos, parce que souvent quand vous commencez des tutos, souvent ils vous présentent plutôt le 320, puisque la 320 est vachement plus... Il y a un moustique, c'est pas grave. La 320 est vachement plus simple on va dire, parce qu'il y a beaucoup moins de boutons, c'est beaucoup plus simplifié, il y a beaucoup plus d'automatisme. L'APS MCC, c'est ça, sauf que moi c'était une MCC JOC. La APS je l'ai pas faite, parce que ça coûtait un peu plus cher. Et à l'époque ça avait pas d'intérêt, et aujourd'hui j'en vois pas trop l'intérêt non plus parce que ça coûte assez cher, je crois que ça vaut 8000 €. Contre une JOC, MCC JOC, donc MCC c'est Multi-Crew Coordination, c'est une formation de vol en équipage. Et JOC Jet Orientation Course, donc c'est le début d'une qualification de type. Une qualification de type c'est une qualification sur un appareil. Donc moi j'ai fait une JOC 737. Donc j'ai vu les prémices un peu du truc, mais en fait j'ai beaucoup volé sur simu là-dessus. Possible que je fasse des bêtises, que je fasse pas tout à la perfection, mais on va servir un peu des petites checklists etc pour apprendre ça. Ouais c'est les nouvelles normes aujourd'hui un peu débiles comme d'hab. Ouais en fait le problème de l'APS, je comprends pas de la faire alors que t'as pas encore trouvé de boulot, dans le sens où, désolé j'étais malade donc j'ai mouché un peu souvent, excusez-moi. C'est les moments sympas du live. En fait je comprends pas le principe de l'APS, dans le sens où chaque compagnie a sa propre APS. Donc tu fais une APS avant de rentrer en compagnie qui correspond pas forcément à le standard d'une certaine compagnie, et dans tous les cas tu vas être obligé de la repasser avec la compagnie. Donc tu vas payer on va dire 4000 € plus cher qu'une MCC pour un truc qui ne te servira pas forcément pour rentrer en compagnie. Parce qu'en plus tu peux faire un APS sur 737 et vouloir rentrer dans une compagnie qui va demander une APS sur 3. Donc là, voilà. Ouais, plus d'heures, mais en plus les heures tu peux même pas les loguer dans le carnet de vol, ou tu les mets dans le carnet de vol, mais enfin... C'est des heures de simu, donc ça a moins de poids que des vraies heures sur l'avion quoi. Ou sur un simu full flight, donc full flight qui est en mouvement et qui bouge. Parce que vous avez deux types de simu, des simus qui ne bougent pas et des simus qui bougent sur verre. Bref. Donc voilà, on se retrouve dans ce 737 Cold and Dark. Voilà, je vous le remets de l'extérieur pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc là j'ai pris Transavia. Ça va être un vol assez court qu'on va faire, parce que je vais parler pendant longtemps pour vous expliquer un peu la machine. Dans le sens où
dans le sens où il y a pas mal de... Je vais plutôt parler, donc on va faire un Marseille-Lyon, vous voyez, aéroport de Marseille, pour aller à Lyon, voilà, parce que c'est un vol assez court et ça va permettre d'expliquer à peu près tous les systèmes. Aujourd'hui, je vais pas rentrer dans le détail de la navigation, les trucs comme ça, puisque ben ce serait beaucoup trop long en fait. Ce sera peut-être pour un autre tuto. Tout petit flow sur 737. Ah non mais attention, hein, moi je suis pas pilote, là ça me fait peur. Et Clément, dis-moi, tu es vrai pilote ou amateur ou... Parce que là ça me fait peur. Ça me fait peur. Là, en fait il y a un pilote Transavia qui est en train de m'inspecter. Non j'en sais rien. Dis-moi un peu ton parcours, parce que je suis toujours curieux de voir les gens qui viennent dans le chat. Donc là voilà, ça va être vraiment pour regarder un peu à quoi ça ressemble. Mais voilà, sans prétention, ce que j'expliquais, ces tutos c'est vraiment plus pour dégrossir le truc. Moi c'est ce que j'ai commencé, en fait j'étais passionné par ça. Je parle beaucoup, mais désolé, mais on va y venir. J'étais un peu passionné par l'aviation comme ça, puisque je regardais pas mal de gens qui faisaient des tutos sur Ivao. Oh, les tutos, il y avait rien qui allait. Je pense que les mecs ils démarraient à l'arrache, un moteur, enfin c'était vraiment... Je pense qu'il y avait rien de carré, il n'y avait pas de checklist. Jamais de checklist et tout. Aussi il y avait les checklists automatiques qu'on a tous connus de l'Airbus X de chez Aerosoft, qui était très... tout le monde a commencé, enfin moi j'ai commencé là-dessus, enfin j'ai pas commencé là-dessus, j'ai commencé sur le PMDG, mais j'ai vu sur le 320 j'ai commencé là-dessus. Et donc voilà, et donc c'est un avion que j'aime bien parce qu'il n'y a pas plus de boutons à pousser et qu'il a un peu plus le feeling, j'aime bien le feeling de cet avion. Donc voilà, après chacun son avis, et j'aime beaucoup Airbus, hein, ils font des super produits aussi, la 320 c'est une machine formidable. Mais je sais pas, j'ai un petit truc pour Boeing, j'aime bien ces machines qui sont, on va dire, vraiment... je sais pas, j'aime bien, voilà, j'aime bien ces machines. Donc je vous propose qu'on attaque tout de suite. Hein, mais voilà, pas de jugement sur le truc, c'est vraiment plus pour vous expliquer un peu les systèmes, pourquoi on appuie sur tel bouton, pourquoi on va faire ça, et voilà. Juste pas ici, je suis pas chez TSA, si c'est très sûr, ok. Non mais voilà, c'était juste pour un petit disclaimer, parce que quand on en a parlé un peu en interne chez Aerobuzz, et on s'est dit bon, on n'avait pas tous le même avis, je dis moi je veux bien me lancer, mais voilà, le but c'est qu'on soit vraiment en détente. Voilà, c'est plus pour les nouveaux qui voudraient se lancer dans une expérience et se dire bon bah tiens, je vais essayer de reproduire ce qu'il fait et essayer de faire la même chose pour se dire bah tiens, j'ai réussi à faire voler l'avion. À la fin du si t'es bon, j'achète un PMDG. Bon allez, je le après vendre des sacs parce que je suis commercial en vraie vie, je vais vous vendre un petit 737, je vais devenir commercial Boeing. Voilà, téléachat. Alors le 737, un avion formidable. Pourquoi on n'entend plus très fort les gars? Bref, ah mais j'ai baissé mon casque. Ah voilà, mettez le son à fond, mais ça se trouve, c'est hurlé pour vous. Bref, donc le premier truc qu'on va faire dans l'avion, après avoir contrôlé qu'il n'y a personne autour, notamment autour des sons de pitot, etc., on a bien enlevé les caches, etc., parce que c'est des trucs qui peuvent arriver fréquemment, de démarrer par exemple l'avion. Nous c'est ce qui est arrivé par exemple même en école de pilotage, des gens qui allumaient la batterie puis qui allumaient le chauffe-pitot et brûler des sons de... Pas des sons de pitot mais des caches pitot. Les sons de pitot c'est ce qu'il y a sur le côté de l'avion. Je suis désolé hein, ça va être très détaillé mais c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Les sons de pitot ça ressemble à ça, voilà, on en a sur le nez. Ça permet tout simplement d'indiquer une vitesse et souvent quand l'avion est à l'arrêt on va venir les masquer avec un cache pitot tout simplement pour éviter qu'elles soient bouchées par des insectes ou quelque chose comme ça. Et du coup ça peut être néfaste si jamais on la met en route et vu qu'il y a un chauffage sur ces sondes pour éviter qu'elle gèle en altitude. Et du coup voilà, faut faire quand même attention à mettre la batterie. Donc là nous ce qu'on va faire, on va mettre la batterie, clac. Vous voyez, donc là tout se met en route. Mais tout se met en route, comme vous pouvez voir les écrans ils s'allument très gentiment, il se passe pas grand chose. J'ai pas de groupe de parc. Parce que en fait l'avion voilà, là, il est alimenté que par une batterie. D'ailleurs normalement faudra pas que je le laisse allumer très longtemps sur la batterie parce que c'est comme une batterie de voiture hein, si vous laissez votre enfin je parle comme un vieux, si vous laissez votre poste de musique à fond dedans ou la radio ou au bout d'un moment la batterie elle a plus de batterie quoi. C'est pas illimité. Donc pour ça on va se brancher sur une source au sol. Et pourquoi on va faire ça? Parce que en fait là on n'a pas assez de puissance avec la batterie pour allumer tous les équipements de bord, etc. Donc le concept c'est vraiment de se brancher sur une source plus puissante pour tout simplement alimenter en électricité toute la machine.
Donc pour ce faire, c'est assez simple. On va démarrer. Donc il y a deux solutions. Soit l'équipe au sol vous branche un groupe de parc, on appelle ça. Ou alors en fait c'est des câbles électriques directement branchés à l'électricité de la ville ou ce genre de choses. Qui va alimenter l'avion en électricité. Nous on va utiliser la méthode plus rustique. On va utiliser l'APU. APU ça veut dire Auxiliary Power Unit. En gros c'est un groupe auxiliaire qui se situe dans la queue de l'avion, juste ici. Pour ça vous peut-être toujours demandé qu'est-ce que c'était ce truc. C'est pas le pot d'échappement des avions, mais un troisième moteur en fait dans un avion qui est miniaturisé bien sûr, qui va servir à alimenter en électricité, mais pas que, on va y revenir plus tard. Donc là pour l'allumer, le truc qui est très important dans l'avion, c'est qu'il faut qu'on ait du carburant, puisque ben ça fonctionne avec du carburant de l'avion. Donc on va venir mettre en route une pompe. Souvent je sais que dans les procédures ils aiment bien allumer la pompe la plus à gauche. J'ai pas fait de QT, je sais pas ce que ça veut dire. Donc là elle va se mettre en route gentiment. J'espère qu'ils ont mis du carburant dans cet avion. Oui, il y a du carburant. Voilà. Et on va venir mettre en route l'APU. Et donc là vous voyez il y a un petit mano ici qui nous permet de checker en fait quand est-ce que l'APU se met en route. Ça se met pas en route tout de suite parce qu'il faut qu'elle monte en... On l'entend là vous voyez. À l'arrière. Faut qu'elle monte en fait en température. Et là vous voyez hop, exhaust gas température. Donc c'est la température d'échappement qui commence à monter. Donc ça va monter quasiment je crois jusqu'à... Ouais c'est ça, 800 degrés, un truc du genre. Et ça va revenir descendre pour stabiliser à 600 degrés. Voilà. Si je dis pas de bêtises, alors ça peut-être ça descend un peu plus bas. Si je connais bien l'avion. Ah je ne connais pas l'avion. C'était pas 600, c'est peut-être 500. Et là elle a pas démarré, MDR. Non je déconne. Après ça dépend peut-être des conditions extérieures. Bon bah là c'est 400 degrés, ça dépend un peu. Je vais baisser un peu le volume. Mais bon voilà, je sais que ça se passe à peu près dans ces régimes là, dans ces températures là. Voilà. On va regarder encore une fois le manuel, mais là c'est pas une QT que je vous fais donc voilà. Donc là vous voyez quand les gaz de température d'échappement ont augmenté, donc l'APU s'est mis en route. Là il est en DC sur la batterie, du coup la pompe sur on n'est pas hyper utile. En AC le pressure s'éteindra. Ouais mais alors pour moi, alors c'est peut-être une grosse connerie parce que je te dis j'ai pas vraiment fait de QT. Pour moi il fallait toujours mettre en route une pompe pour amener le carburant à l'APU. Après peut-être qu'il n'y a pas la nécessité. Ça à toi de me le dire. Je sais pas, voilà. Moi voilà, c'était plus histoire d'amener du carburant dans la logique où voilà en fait on a besoin de pomper le carburant dans le réservoir pour pouvoir mettre en pression le circuit carburant. Il pourra alimenter tout simplement l'APU. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai été peut-être un peu vite en besogne si je puis dire. En fait ici vous allez avoir tout ce qui est surface de vol. C'est plus des commandes d'urgence pour les surfaces de vol. Tout ce qui va être la gestion de la navigation, des systèmes de navigation notamment avec les ordinateurs de bord. On en parlera très rapidement mais comme c'est pas un vol sur la navigation, on va pas rentrer trop dans les détails de l'ordinateur de vol. Là c'est pour la gestion des écrans. Ici vous avez gestion carburant. Voilà avec la température carburant etc. Ici tout ce qui va être gestion électrique sur quasiment toute la hauteur. Donc là avec tout ce qui va être indication de batterie. Ici par exemple, vous voyez on a mis en route l'APU. On va pouvoir aller regarder si l'APU elle génère du courant. Alors j'ai peut-être pas fait la bonne manip. Je sais pas comment ça fonctionne. Standby power, donc là c'est les batteries qui fournissent. Ouais là ça fonctionne pas parce que je l'ai pas encore branché l'APU. Mais vous allez voir quand on va se brancher, ici on va avoir des infos d'électricité qui vont venir nous donner les infos. Et là vous voyez pour l'instant on décharge la batterie. Ici c'est tout ce qui est électricité. Ici tout ce qui est éclairage cabine principalement. Ici tout ce qui va être chauffage des fenêtres, puisqu'il faut chauffer les fenêtres, encore une fois il fait froid en altitude. Dégivrage, commande hydraulique, ça on reviendra plus tard. Et sur la partie droite tout ce qui va être pressurisation et air conditionné de la cabine. Nous on va revenir sur l'électricité, et donc là vous voyez que comme dans une maison, où, voilà, on va brancher la prise pour brancher en fait, connecter le groupe auxiliaire à l'avion. Donc là c'est deux boutons qu'on baisse vers le bas et vous allez voir que tout de suite il va se passer quelque chose. Et pareil ici vous allez voir qu'on va y avoir du courant qui va être généré, parce que on va recevoir l'électricité depuis l'APU. Donc là j'en connecte un, clac, et le deuxième. Alors je sais pas s'il faut faire principalement les deux, et comme nous a dit notre collègue Clément, effectivement le low pressure s'est éteint. Donc
là pareil, si t'as peut-être... le chat est là pour ça aussi, si t'as ton mot à nous dire, nous expliquer peut-être pourquoi... Peut-être que en fait ça sert à rien d'allumer la pompe et juste par gravité ça suffit, mais bon la PU est normalement au-dessus des réservoirs. Je reviendrai sur les réservoirs un peu plus tard aussi. Mais voilà, donc là on vient d'alimenter en fait notre machine en électricité, qui est donc du courant alternatif cette fois-ci. Là c'est pour ça qu'il est écrit DC dans le chat, Direct Current, courant continu, AC Alternative Current, courant alternatif. Je l'ai dit juste avant XD, c'est une histoire de courant DC ou AC. Oui voilà c'est ça. Oui mais est-ce que du coup en DC on alimente les pompes ou pas du tout? Ça c'était plutôt ça en fait. Est-ce que j'ai un intérêt d'allumer la pompe ou pas en fait? Ou si c'est juste pour faire allumer ou éteindre le voyant, c'est juste parce qu'il n'y a pas assez d'alimentation pour allumer le voyant. C'était juste pour... Après oui de base on prend le left aft le plus proche de l'APU. Voilà. Bon, bah. Oh, on a quelqu'un qui est calé dans le chat, mais c'est pas plus mal, ça m'évitera de dire trop de conneries. Ça me met un peu... Voilà, donc comme ce que je vous disais, je me suis branché sur l'APU et on voit bien qu'elle génère du courant dans l'avion. Voilà, donc là pour le cas 115 volts à 30 ampères et puis vous avez les fréquences aussi. Sur batterie, non ça sert à rien. Après en AC, oui tu le mets, voilà. Bon je l'ai mis par prévention en fait, j'aurais pu l'allumer après. Bon bah voilà, c'est un petit truc nice to know. Et oui effectivement cette pompe là est visiblement la plus proche de la PU, donc ça c'est aussi intéressant. Et c'est tout ça que vous apprenez en QT en fait, c'est des détails sur l'avion, mais qui au final sont pas tant que ça des détails parce que ben ça permet je pense de rallonger la durée de vie de l'avion et puis pas de faire n'importe quoi avec l'avion. Donc c'est plutôt pas mal. Alors. Donc là on vient de... Putain je viens de perdre mon fil du coup. On vient de se brancher dans l'avion, souvent les flots, parce que pareil vous allez voir ça dans le chat et en compagnie. Les flots, en fait, le principe des flots, c'est de suivre un flow. Donc, par exemple, comme ça. En fait, vous venez scanner dans l'avion pour pas oublier des choses. Donc là, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller de gauche à droite. Donc c'est un peu ce qu'on a fait. Hein. On a allumé la batterie, on a allumé la pompe. Et ensuite, on a descendu, on a démarré la PU, on a branché la PU. Là, ici, moi, dans la logique, j'aurais tendance à dire, j'aurais branché les emergency lights. Les emergency lights, c'est quoi? Pour faire simple, c'est quand vous êtes dans la cabine de l'avion. Alors là je tente impossible. Bon en gros je vais pas essayer de me battre 36 000 ans avec l'avion. C'est les lumières que vous avez dans le couloir pour vous indiquer les sorties de secours. Donc ça on va le fermer. Elles sont sur armed, vous voyez, et on peut les mettre sur on pour forcer l'allumage de tout ça. Moi ce que je fais souvent, j'allume le chime. Alors dis-moi s'il y a un intérêt. Je sais pas vraiment, c'est peut-être pour avoir la sonnerie parce que si je fais ça, je sais pas. Chime only, je le mets toujours sur on, je sais pas ce qu'il y a comme intérêt. Engine light, c'est le premier truc après avoir allumé le gen ou le grand. Ouais bah voilà, moi je le mets tout souvent. Et au niveau des portes de sortie et au niveau des toboggans. Ouais voilà, pour moi c'est l'éclairage en fait de sécurité comme vous pouvez avoir dans un... Comment dire, waouh, dans un bâtiment. Et le beacon. Alors pour moi le beacon, alors là pareil dans le chat, arrêtez-moi si je dis des bêtises, c'est bien, j'aime bien ce live là, il y a de l'interaction, c'est intéressant. Pour moi le beacon c'est vraiment un truc qu'on va mettre en route plus avant de repousser en disant attention, on met le beacon en route, on va pas tarder de démarrer les moteurs, évacuer tout simplement la zone de chargement de l'avion quoi. Moi je le vois plus comme ça, arrêtez-moi si je dis bêtises. APU sur on, bah là pour le coup l'APU sur marche. Après, merci du follow G4B Haste, bienvenue à bord, installe-toi. Bon après dans un souci on va dire d'écologie, beacon c'est quand l'avion push dans l'optique de rouler. Oui le beacon quand ton avion devient dangereux. Bonsoir, salut. Pour moi le beacon c'est vraiment l'intérêt de dire attention, en plus c'est une lumière rouge qui clignote, évacuer, on va bientôt démarrer, c'est plus cet intérêt là. Mais après là pour le coup sur certaines, les Night Light c'est tout le temps ça pareil. Les Night Light j'ai pas envie de dire de bêtises mais pour moi c'est plus des opérations compagnie. Je pense que c'est pas dans la QT pour le coup ça, enfin pas dans le, je dis pas dans la QT mais pour moi c'est pas dans le, dans ce que va vous donner la doc Boeing. Pour le coup Boeing les Night Light vous faites ce que vous voulez. Par contre peut-être qu'Air France va vous dire bah si vous êtes branché sur le groupe de parc vous allumez les Night Light. Si par contre l'avion est en cold and dark vous coupez, voilà, move under it's on power. Ouais voilà, bon après là c'est intéressant, on va mettre le grand power. Alors là ce que je vous disais, je vais demander à quelqu'un qui vienne brancher le groupe de parc. Alors, je sais pas si ça se voit. Non ça se voit pas du tout.
Bon, il l'a branché. En gros, vous avez entendu le clac derrière. En gros, faut se dire que quand vous entendez le clac, c'est une sorte de relais qui va se débrancher, qui va se rebrancher ailleurs. C'est comme si très vite vous aviez un ordi qui tourne par exemple, vous le débranchez, rebranchez sur une autre prise quoi. Désolé, je sors un peu de la crève. Donc quoi, donc nous ça va nous permettre de couper l'APU. Ce qui est bien de couper l'APU, bah l'APU s'arrête de tourner. Ça évite entre guillemets de polluer dans le sens bah l'APU ne tourne plus et puis ça vous économise du carburant puisque l'APU utilise du carburant. Voilà. Bon je continue, je vais finir par y arriver. Pour moi les Windows Heat, j'aurais tendance à dire qu'elles sont sur on. Même au sol. Parce qu'elles sont régulées pour moi. Elles sont régulées. En plus à la TPL je crois qu'on l'avait vu. Pour moi elles sont régulées. Si jamais un souci on aurait vu vous avez les voyants au dessus là qui sont. Alors attendez je sais plus où il est ce switch. Vous aurez en fait eu le voyant en haut en orange qui sera allumé overheat. Mais bon après ça c'est peut-être des procédures ailleurs. Peut-être que si la température extérieure est supérieure à 30 degrés. Probit ça s'allume pas pour le moment. Et là, souvent, je sais que les engines sont sur on. Parce qu'en fait, ils se mettent en route naturellement. Quand le moteur se met en route, ça c'est l'hydraulique. C'est quoi? Les navlights, c'est tout le temps. Move on. Chez FR, on avait la Dog Boeing pendant le rating. FR, c'est qui? Air France? Non, je sais pas. Bon, après, si tu veux pas donner le nom, y a pas de souci. Pendant le rating, les navlights étaient tout le temps on, sauf en maintenance dans un hangar. Bon, bah, tu vois, nice to know. Ok. Bref. Ryanair, d'accord. Flight Radar. Starway, non. Alors, on n'est pas sur Flight Radar, si c'est ta question. Bonsoir. On n'est pas sur... C'est du simu. Mais si tu hésites pas à reposer la question... Enfin, je comprends pas Flight Radar. On va pas faire un... Non, on pourrait faire... Ah, d'accord, Flight Radar. Non, ouais, c'était Ryanair. Visiblement. Mais ouais, bah, tu vois, intéressant. Encore une fois, ce que je vous dis, j'ai pas encore fait de QT. Mais bien sûr, le jour où j'aurais fait une QT, bon, ce savoir, je l'aurais. J'ai eu des cours à TPL. On nous a expliqué des trucs. Mais bon, les cours à TPL, pour ceux qui savent pas, les cours à TPL, c'est des cours de formation au sol. Pour le pilote de ligne, c'est le théorique pilote de ligne. C'est tellement gros qu'au final il y a des trucs qu'on apprend comme ça et puis au bout de 6 mois on oublie parce qu'on est passé sur d'autres notions et que bon bah voilà, c'est des petits détails on va dire. Je vais chercher de l'eau, je reviens parce que j'ai un peu la gorge en feu, mais voilà. Et donc là ce que je disais, je viens de brancher l'hydraulique. Donc l'hydraulique c'est quoi? En gros les commandes de vol sont quand même assez massives sur cet avion, sur les grosses machines on va dire comme ça, les A320 etc. Et donc pour que ce soit pas trop dur pour le pilote, on a une assistance hydraulique qui vient accompagner et aider le mouvement. Parce que là, là c'est pas des actionneurs électriques, c'est des actionneurs à câble, mais qui sont, on va dire, aidés par l'hydraulique. Arrêtez-moi si je dis conneries. C'est toi sur 777 sur Insta? Cargolutz. Voilà, attendez, il y a des gars dans le chat, moi j'ai pas envie de faire n'importe quoi. C'est drôle en vrai. Et donc du coup voilà, et voilà, je viens de brancher le fait que ces pompes soient branchées directement sur les moteurs, parce que les moteurs peuvent nous donner tellement de puissance on va dire, puisque c'est des moteurs qui sont assez puissants, possible, MDR. Ah, il y en a qui sont mystérieux dans le chat ce soir. Et donc du coup ah putain, vous m'avez coupé le fil. En gros un moteur voilà, peut fournir de l'électricité, peut fournir de l'air, comme il peut fournir, bah voilà, on peut se brancher dessus pour brancher par exemple les pompes hydrauliques. Voilà. Mais après vous voyez que le système est sustenté de 2 pompes électriques en plus. Voilà. Bon, après dans le chat si vous voulez rajouter des petites infos, faites-vous plaisir. Là sur les packs pour l'instant ils sont sur auto. Moi ce que j'ai tendance à faire, façon off, tendance à les mettre auto. Après c'est peut-être débile parce que dans le sens où 5 minutes après il faudrait que je les coupe pour démarrer les moteurs et que je ouvre l'isolation valve. Ça à vous de me dire comment vous faisiez. Et là pour l'instant on n'aurait rien mis. Moi souvent j'ai le réflexe de mettre tout de suite mon altitude de croisière si je la connais afin d'éviter d'oublier. Et la landing altitude, qui est l'altitude auquel est l'avion, ça permet en fait à la machine de savoir le delta. Je laisse le patron alors, il a plus d'heures que moi. Ah, il y a un petit combat dans le chat, c'est drôle. Donc voilà, et moi je suis au milieu de tout ça, j'ai pas d'heure de vol, j'essaie de faire un cours. Les gars, après si vous voulez, on s'appelle, vous prenez la place, on peut faire ça aussi, hein. Moi je veux bien écouter. Non, tu te mets en bleed APU.
Sinon, il fait chaud ou froid dans la cabine. Ouais, mais là, vu qu'elle est pas sur marche, pour le coup, tant pis hein, pour les passagers. Je l'ai coupé la PU là pour le coup. Parce que bah, du coup, je me suis branché sur le groupe de parc. Pour moi, on aurait fini les flots, je serais remonté là-haut. Ça, service interphone, je sais pas s'il faut le brancher, parce que voilà. Et alors, il y en a, je sais pas. Alors, il y en a qui allaient direct sur nav, il y en a qui se mettaient en align. Et ensuite, qui l'alignaient dans l'ordinateur de bord. Voilà, là, il passe en mode alignement. Alors, ça, c'est les IRS, Inertial Reference System. En gros, faut se dire que c'est des. C'est deux systèmes. Il y en a deux, parce que la redondance. Et là, l'isolation valve est ouverte. Elle est en auto, mais d'accord, faut la laisser ouverte. En gros, si je dis pas de bêtises, les IRS, c'est des systèmes. Il y en a souvent deux dans l'avion, puisque la redondance, etc. Et en gros, c'est des systèmes qui vont permettre à l'avion. Merci du follow, Drox TV, bienvenue à bord. Qui vont permettre, en gros. Nous, on met nav direct. Voilà, alors je savais pas s'il fallait se mettre à l'aine ou nav direct. Je suis pas le patron, juste un mec lambda qui paye pour voyager. Donc voilà, eux ils mettent sur nav direct. Bon, comme ça c'est réglé. En gros, c'est des systèmes. Je vais y arriver, hein, parce que. En gros, c'est des systèmes. Faut se dire que c'est un. C'est pas un GPS. C'est un système, on va lui dire au départ, ta position c'est ça. Et c'est une sorte de gros gyroscope. Et en fonction des accélérations qu'il va subir, c'est-à-dire que bah, par exemple au pushback il va sentir qu'on recule, il va sentir qu'on s'arrête, ensuite on va taxi, il va sentir qu'on accélère. Donc là, et donc fonction des accélérations, il est capable de calculer le mouvement de l'avion. C'est pas le truc le plus précis parce qu'au bout d'un moment, bah, il peut toujours y avoir des petits, ils appellent ça le drifting, de ce que j'ai compris en gros. Les IRS peuvent se décaler en fonction du temps et du coup, ben, peut-être fin de journée, il peut y avoir, je sais pas là si dans le chat vous avez, ça dépend si c'est le premier vol de la journée ou si tu réalignes tes IRS. Bah là c'est le premier vol de la journée, mais pour moi après, je sais que peut-être que, en gros c'est des gyros, ouais voilà, c'est des gyros qui en fait calculent leur déplacement et fonction du déplacement qu'ils ont suivi, ils sont capables de vous donner, le déplacement qu'ils ont fait et donc de calculer une trajectoire et vous afficher ça. Maintenant, ils sont souvent aidés des GPS, ils sont aidés des moyens de navigation conventionnels qui va être les VOR, etc. Et donc du coup, ben, ils se réalignent, enfin ils se réalignent pas, mais en gros l'avion arrive à avoir une donnée assez précise de là où il est, souvent quoi. Là où ça peut être un peu plus compliqué, c'est sur des vols vraiment proches des pôles, où les réceptions satellites, je sais pas ce qu'il en est maintenant, sont peut-être un peu plus compliqués et bah là du coup ça peut être utile parce que ben, l'avion de lui-même peut quand même savoir où il est. Bon après là ça va assez loin dans la navigation. Mais bon, pour en passer, en gros on va aligner les infos de l'avion parce que là vous voyez il m'affiche que dalle, il sait pas où il est, il sait même pas s'il est stable ou pas. Donc nous voilà, il me demande d'entrer des informations pour savoir où il est. Donc nous voilà, ça se fait dans la position init. Alors plusieurs moyens, je sais que sur certains aéroports au niveau de la porte ça va être indiqué. Je sais pas si ça a été mis sur la scène. Ça peut être écrit parfois, c'est pas écrit partout dans tous les aéroports, mais parfois vous pouvez avoir un panneau qui indique les coordonnées de la place en fait directement. Donc là vous venez les rentrer. Soit par exemple bah là on peut rentrer, on est à Marseille, donc LFML. Ça on reviendra peut-être un peu plus tard dans un autre live sur la navigation. Voilà, Marseille. Et puis là on peut rentrer la gate, alors ça marche une fois sur 4 sur MSFS, je sais pas. Voilà, donc là il a les infos de coordonnées GPS. Souvent ce qu'il fait, ah bah vous voyez là, c'est exactement les mêmes. Entre celle que j'ai, la dernière enregistrée et celle-là, après ce qu'on peut toujours confirmer, je sais qu'il y en a qui utilisent les informations de GPS. Là vous voyez c'est exactement les mêmes aussi. Bon voilà, on peut prendre n'importe laquelle, on va prendre celle que nous a donné l'avion. Bam. Alors, après Clément s'y connaît sûrement un peu plus en 37, ça fait plus de 3 ans et demi que j'ai les manches d'un 37. Ah, c'est drôle. J'ai la pression, il y a des vrais gars dans le chat. Là vous avez vu s'afficher instantanément l'info sur les écrans, dans la réalité c'est plus long que ça. Dépendant de combien de temps les IRS ont été coupés, ça peut prendre, arrêtez-moi si je dis des bêtises, ça peut prendre jusqu'à un quart d'heure.
Bah, après, je sais pas comment c'est pour les nouvelles, peut-être que ça va plus vite. Moi, dans ma tête, j'avais une idée de un quart d'heure. Je sais pas comment c'est paramétré là-dessus. Là-dessus, je sais pas ce qu'ils ont mis comme réglage. Aircraft. Option. Simulation. Normalement, vous avez le temps d'alignement. C'est où? Ça se trouve, je suis passé dessus 3 fois. Je sais pas ce qu'ils proposent comme temps PMDG. Ah, je l'avais là, je crois. Performance, non. Simulation, IRS option. Voilà, fast. 30 secondes, réalistique. Je sais pas combien de temps ça prendrait. Je sais pas. Ça dépend de ta latitude. Bon bah. Cartésien, clair, net, précis. Bon, là, on va pas aller trop dans le détail. Je vais rentrer une route lambda. C'est une route que je fais très souvent. Puisqu'elle est très simple. Le CID est la star de l'aéroport d'arrivée. Donc, il n'y a pas de route à rentrer. J'irai plus loin dans les détails un peu plus tard. Parce que là, j'ai pas envie de vous brusquer. Théoriquement, c'est un travail qui est fait en équipage. C'est-à-dire que pendant qu'il y en a un autre qui est en train de pousser les boutons, il y en a un qui est en train de rentrer les informations dans l'ordinateur de bord. Le but, c'est que ce soit assez complémentaire, tout en disant que les infos les actions qui sont faites par l'un vont être contrôlées dans l'autre sens par l'autre. C'est-à-dire que pendant que l'un va rentrer les infos dans le FMS, donc ça c'est l'ordinateur de bord, c'est FMS ou FMC, ça dépend, FMS pour Airbus, FMC pour Boeing, arrêtez-moi si je dis une bêtise encore une fois. L'autre va faire les procédures que je viens de faire. En Europe c'est entre 6 et 12 minutes, voilà, donc comme ça 15 minutes, j'étais pas très loin. Donc voilà, donc les deux, chacun va faire son action et le but c'est que dans l'autre sens ils inversent, c'est-à-dire que l'autre va contrôler ce qu'il a fait et pendant ce temps, celui qui est en train de pousser les boutons entre guillemets enfin faire les procédures pardon, va rentrer dans l'FMS et regarder que tout est bien rentré. Alors après le crotch check, il n'y a que ça de vrai, voilà c'est ça. Bon après là je suis tout seul donc je me démerde tout seul, hein, écoutez. Je vais juste là, je vais essayer de passer. Aller assez vite comme ça on se sort de tous ces paramétrages. 100 pour 4 nœuds, je me rappelle plus des doublets à Marseille, on va essayer de pas faire n'importe quoi. Ça c'est hyper pratique si vous voulez, alors si vous voulez commencer ça coûte un peu cher pour commencer, mais si vous voulez un peu pousser loin le délire, les cartes c'est très important je trouve. Parce qu'on apprend énormément de choses avec les cartes. Donc ce serait une 31 droite, c'est bien ce qui me semblait. 31 droite. Voilà, on n'a pas de route. Je vais pas rentrer de numéro de vol parce que voilà. Après, si on voudrait faire les puristes, on pourrait se mettre. Ouais, France Soleil 145. Voilà, tiens. Pour le délire. Voilà. Juste avant, je vais regarder comment est chargé l'avion parce que là, il est un peu lourd. Fuel. On a besoin d'un tiers hein, pour le coup. Parce que là. Et encore, payload. On va le charger. Puis là, ça me va bien. On va le laisser comme ça. Bon, je vais saisir la route. Exécuter. Départ de l'FML. Donc, on a tenté une droite. Ça va être une montée Limar. Voilà. Ça, c'est. Je vais revenir très vite. C'était juste pour montrer ma route. Voilà. Donc là, je viens de lui rentrer juste les infos de route. Vous voyez, il sait où on va et c'est limpide pour lui. Alors vous avez deux moyens d'afficher dans la 737. Le timut, c'est de finir sa prépa avant que le gyro finisse de s'aligner. Ah, pour ça, moi, je suis impatient d'être en compagnie pour avoir des petits défis comme ça. Après, faut, comme on dit souvent, faut pas confondre vitesse et précipitation, parce que... Mais par contre, quand on est bien carré dans le truc et tout, je pense que c'est incroyable. Bon, après, moi, nous, qu'est-ce qu'on avait comme délire à l'école de pilotage? Alors moi, je cheatais à l'école de pilotage, j'enregistrais les plans de vol. C'est-à-dire qu'à l'après-vol, je mettais 5 minutes, boum, je rentrais le plan de vol. Parce que je le connaissais et je savais les vents du jour, est-ce que ça allait donner. Et souvent, j'arrivais dans l'avion, c'est gros branleur, excusez-moi, mais... Je suis arrivé, je chargeais le plan de vol, entrée, boum, tout qui se mettait, terminé. Le truc qui était chargé, bon après, il y avait les... Vu qu'on était en instruction IFR, on rentrait les fréquences, radio, etc. Mais le plus gros était fait quoi. Et alors le truc le plus cheaté, et c'est là où Garmin, je trouve, ils sont vraiment en avance parfois, même si, bon voilà.
c'est que souvent je me connectais en Bluetooth au GPS avec mon iPad. Je prenais mon plan de vol sur Floorflight ou sur Jepsen. Je cliquais sur envoyer et ça m'a envoyé le plan de vol directement dans le Gmail. Et j'avais juste à accepter et tape, terminé. Tu connais le PPP. On aime les acronymes dans la nation. Celui-là, non. Prepared, pre-flight, prepared, un truc comme ça, non. J'en connais, le Fordec, des trucs comme ça, pour plus dans la prise de décision, des trucs comme ça. Ou des trucs tramés, top, route, altitude, c'est vraiment des trucs. Proper planning, prevent, peace. Pas forme, hein. C'est clair. Ah, dans l'aviation, je suis désolé, un live est très chill, posé, mais bon, c'est un souci, l'ambiance de la chaîne. C'est pas mal celle-là. Je vais la prendre en photo comme ça. Je pourrais la ressortir en van ou à des trucs comme ça. C'est vrai qu'elle était pas mal celle-là. Là ici, voilà. Bon, on va se monter ça à pleine patate. Les perfos, pareil, vous avez des calculateurs de perfos. J'en ai pas pour le 737 qui sont top pour l'instant, mais ça va arriver. Ils vont rajouter la tablette PMDG ici là. Ici là, ils vont la remettre. Il y aura le calculateur de performance. Là pour l'instant, j'en ai pas qui sont bien. L'avion calcule ses performances, je vous l'accorde, c'est pas le top, mais ça fait le café, on va dire. Voilà, 200 pour 4 nœuds. Alors, ça... Non, 200 pour 4 nœuds. Petite curiosité, le chat, là, pour les experts. Ça, c'était un pilote de Transavia qui m'avait dit ça, mais dites-moi si je fais n'importe quoi quand je fais ça. Lui, il mettait une réduction à 1500 pieds, ok. Et l'accélération à 3000 pieds pour la procédure anti-bruit. Alors, je les ai appris à la TPL, je vous rassure. Et pareil pour l'engine out acceleration, il la mettait à 3000 pieds. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces paramètres ou vous avez d'autres paramètres à me donner? Moi, je le rends comme ça. Ça me semble logique. On réduit à 1500 pour pas faire trop de bruit. On monte tranquillement à 3000. À 3000, on réaccélère. Tu as mis ton plan fuel 4 tonnes et tu as 7 tonnes. Oui, je me suis pas fait chier à faire un plan de carburant. Oui, je pourrais lui mettre 4 tonnes. On pourrait se faire un petit sim brief, mais je voulais le mettre pour un autre épisode, ça. Pour pas aller trop loin. Oui, on est lourd, mais je voulais pas... En fait, la dernière fois, je tombais en panne de carburant et c'était Simbrief qui avait calculé les trucs. Donc, je préfère en avoir trop, même si, bon, en fait, là, on va cramer pour transporter du fuel plus qu'autre chose. Engine out, mais pas à 3000 pieds. Vous me conseillez quoi? Parce que, alors, je sais plus s'il avait mis 1005, mais en tout cas, il avait pas gardé les 800 pieds, ça c'est sûr. C'est peut-être une procédure Transavia. Dites-moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Tu le mets pas à 3000 pieds, 1005 ou 1000. Ok, bon, on va garder 1000 pieds. Voilà. Par contre, sur le reste, pour moi, ça me semble à peu près ok. Là, je vais accepter les vitesses. Ça dépend de ton aéroport. Ouais, ok. Oui, après, voilà, c'est... Bon, là, à Marseille, c'est pas très compliqué. Bon, j'ai rentré les perfos de vol. On reviendra sur l'ordinateur de bord. Je pense que c'est plus intéressant de comprendre comment fonctionne la machine, même si j'y ai passé un tout petit peu de temps. Là pour moi il serait temps déjà de se mettre gentiment en place. Alors on peut s'amuser à faire les tests, je trouve ça bien foutu sur le PMDG, histoire de toujours vendre le PMDG. On va faire un test du... Alors ça c'est le système qui permet de donner des informations de où sont les avions et d'éviter les collisions, c'est-à-dire qu'il va afficher cette marque là et en gros je vais pas devoir rentrer dedans si je veux éviter. On va peut-être avancer un petit peu. Bon, donc on a testé le TCAS, on peut tester aussi les systèmes de Ground Proximity Warning System. En gros c'est un système qui fournit plusieurs types d'alertes. Voilà, vous allez les entendre. En général, si vous entendez un de ces trucs, c'est que ça se passe mal. Alors le terrain, ça peut arriver sur des terrains un peu compliqués, mais les autres, c'est que vous êtes vraiment dans la sauce. Bon, alors, on est où? Clac. Bon, on a fait les tests. Après, je sais pas quand est-ce que ça se fait, mais vous avez aussi tout le système pour la lutte incendie. Voilà.
Là, si je dis pas de bêtises, c'est pour checker les circuits d'extincteurs, voir s'ils sont bien tous fonctionnels. Voilà. Bon, je vous laisse. Bon stream à tous. Salut Clément, bonne soirée. Tu connais la mélodie par cœur? T'es un vrai. Ah ouais, je la connaissais à l'époque où je faisais beaucoup de simu, là, c'est un peu calmé. Alors, on va avancer un petit peu. Alors, PMDG nous fournit ce magnifique système. Je pense que c'est checklist Boeing. Il y a un truc que j'ai oublié de mettre en route, par contre, c'est ça. Mais pour ça, on est obligé d'avoir les IRS alignés pour le mettre en route. Yo-Dumper, c'est un amortisseur, en gros. Grand chef, Kaoul. Pareil, c'est une protection. Je vais pas aller trop loin, puisque là, ça prend un peu de temps. Ça fait 1 heure qu'on est sur le live, on n'a même pas repoussé. Pre-flight checklist. Oxygène. Donc là, il faudrait tester l'oxygène. On va le simuler. Alors pour passer en mode 100%, pousser un endroit, je sais plus où ils l'ont foutu sur simu. Ah voilà. Et là, on va le tester. Et vous voyez, c'est pas instantané, donc ça permet de tester. Et là, là, si je le retourne. Voilà, ça permet de le tester en continu. Juste une press to test, voilà, ça permet de voir si ça fonctionne bien. Donc, tester de 100%, cocher l'élément. Action Transcend Display. Donc c'est les switches dont je vous parlais pour les écrans ici. Donc là ils sont tous en normal. Windows 8. Donc là dans la checklist ça se met dès le départ, donc elles sont bien sur on. Specialization Mode Selector. Auto. Là il y a un gros crash d'avion à cause de ça. Vous pouvez aller le voir, c'était le vol Helio 522 je crois. Le bouton était pas du bon côté et du coup l'avion il s'est pas pressurisé en vol. On va vous dire que ça fait des dégâts. Flight Instrument, Check Heading and Altimeters. Alors dans l'idée, moi en procédure, je l'aurais aligné sur le heading de la piste. Voilà. J'aurais mis l'altitude clairée par le contrôle. Le dumper évite le rouler hollandais. En gros, à haute vitesse, l'avion dandine, ouais. C'est ça, pour moi c'est ça. En fait, ça vous fait un peu... En gros, votre avion il va se mettre à faire ça. Jusqu'à que ce soit de plus en plus fort, le dumper en fait via l'empennage vertical qui est ce truc là ici va permettre d'amortir tout ça. Il y a des belles vidéos où ils s'amusent à le tester justement, on regardera ça en croisière. Flight Instrument check and heading and altimeter, donc c'est 7, moi j'aurais fait ça. Parking brake 7, engines, voilà, ça c'est les conneries de faire une checklist sans regarder. Voilà, engine start level. Ils sont cut-off. Voilà. Pre-flight checklist complete. Donc là, ça prouve qu'on a bien préparé notre avion. Là, je vais passer un peu la seconde parce que tout a déjà été bien réglé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir déjà demander au service au sol de dégager, simplement. Donc là, on va leur demander de préparer l'avion pour le repoussage. Donc là, on dit prepare for pushback and departure. Donc là, ils vont tout retirer, vous allez voir, ils vont bosser. Ils vont bosser. Des fois ça bug. Je vois GSX. Ah oui, il a pointé. Les joies de GSX. Restart Coolstar. Voilà. Ça va venir. Ça va bugger un peu à un moment. Donc pour en venir ici, on va venir descendre. Moi ce que j'aurais fait, donc j'aurais rallumé la pompe. On aurait rallumé la PU. Puisqu'on va se débrancher du groupe de sol. Ici on va venir checker. Ce que j'aurais eu le réflexe, c'est que j'aurais déjà mis l'anticohésion. Attention, on va pas tarder de mettre en route. Si j'aurais préparé mon panneau en coupant mes packs, mis la PU bleed, digestion valve, je l'aurais mis sur open et la PU bleed sur marche. Alors ça, est-ce qu'il faut les mettre sur run? Non, pour l'instant on n'a pas besoin qu'ils fournissent d'air, on a juste besoin qu'ils soient alimentés en air. Et j'aurais mis les pompes électriques pour les hydrauliques sur marche, mais là pour le coup faut faire attention qu'il n'y ait personne parce que ça met le circuit en pression. Et alors là pareil, moi si je dis des bêtises, mais quand on met le circuit en pression, on peut toujours péter, etc. Donc c'est pour ça que c'est mieux qu'il n'y ait personne autour. Puis surtout si les commandes de vol elles sont pas encore complètement en position, ça peut les remettre en... Vu qu'on renvoie de la pression dans le circuit hydraulique, je crois que ça fait bouger les commandes. Pareil, je crois qu'il faut pas être trop autour. C'est moi si je dis des bêtises. Voilà, là j'aurais réglé en fonction des vitesses de décollage. Take-off, 149. Ouais.
54. Bon, après les courses, etc., on va pas aller dans le détail. J'ai préparé le MFD. Ça paraît, ce sera plus sur la navigation. Voilà, histoire de préparer l'avion. Oui, elles se mettent en nominal. Il y a de la pression dans le circuit. Voilà, donc pour moi, c'est mieux de mettre l'anticol en disant poussez-vous. Oh là là. Voilà. Là, on vient de brancher sur le groupe de. C'est pour que vous avez entendu le bruit. On vient de se brancher sur la PU. On n'entend pas l'air conditionné parce que pour l'instant, on voit principalement au moteur. Pas de bêtises. Il va décider. Voilà. Donc là, vous voyez, il est en train de travailler. Il devrait me faire virer la passerelle. Nous, on va leur demander de virer les wheel shocks parce qu'on a mis le parking brake. Voilà. Comme ça, nous, on est tranquille de notre côté. Et on va se faire la before start checklist. Un grand coup de mec colle quand on met la pression. Donc c'est ça. Vous l'entendez à l'extérieur, ça sonne. Ready for pushback. Putain, je sais plus ce que je voulais faire. Ah oui, c'est ça. Excusez-moi. Before start checklist. Flight deck door close, c'est la porte du cockpit. On la ferme en général. Fuel quantity and pompe. Donc là, on va pouvoir allumer les pompes, effectivement. On. Passenger sign. On and auto. Windows log. Donc là, on checkerait que les portes soient bien. Enfin, les fenêtres soient bien fermées. MCP. Donc en gros, c'est le MCP. Il faudrait que je réapprenne l'abréviation. Mode Control Panel, je crois. En gros, c'est la section de l'autopilote. Donc, nous, je viens de le mettre en place. Je vous l'expliquerai dans un autre épisode. Casque qui surveille, voilà, c'est ça. Takeoff speed V1 135, VR 139, V2 149. Ces vitesses sont très importantes sur les avions parce que en fait, vous allez avoir la V1. La V1, c'est une vitesse à laquelle, une fois que vous l'avez passée, vous ne pouvez plus revenir en arrière. S'il n'y a pas de moteur, quoi que ce soit, on continue le décollage. Avant cette vitesse-là, on peut arrêter le décollage. VR, c'est la vitesse à laquelle on va tirer sur le manche pour venir mettre l'avion en phase, en fait, en palier de montée, en fait. Mais pas trop fort pour éviter d'accrocher la queue. Et V2, on va dire que c'est une vitesse dans laquelle vous êtes en sécurité et qui est au-dessus d'une vitesse de contrôle. La VMCA, si je dis pas de bêtises, c'est une vitesse de contrôle. En gros, en dessous de cette vitesse, vos commandes sont peut-être pas assez efficaces pour pouvoir diriger l'avion. Donc c'est mieux d'être au-dessus de cette vitesse pour être en sécurité, on va dire. Ce sera tel to the left. Schedule pre-flight complete. Rudder and aileron trim free and 0. Donc tout est à 0. Taxi and takeoff briefing completed. Je vais pas faire les briefings, je vous l'expliquerai une prochaine fois. Anti-collision light on. Oui, c'est bon, on va y arriver. Before start checklist complete. Voilà, c'est tout relou. Attendez, je crois que je peux le faire comme ça. Oui, je vais y arriver. Faut que je mette en pression le circuit de frein. Comme dans le vrai avion. Ah. J'essaye. Ah putain, qu'est-ce que c'est chiant quand ça bug. Ah non, c'est celui-là. Voilà. En base brief. Ouais, voilà. Bon là, aujourd'hui, je vais vous le passer. Mais on pourra le faire. Je suis sur le genou. Alors là, on est par terre pour le moment. Donc là, on va pouvoir démarrer les moteurs. Ouais, c'est mieux d'enlever la passerelle. Les gars, ils sont à l'ouest. Donc là, en fait, on va démarrer. Bah, ça dépend des compagnies. Moi, souvent, je démarre le moteur 2. Après, il y en a, ils font l'heure de la journée. Enfin, la date. Et ensuite, ils enchaînent. C'est-à-dire que bah, aujourd'hui, on est le 4. Ce serait le deuxième vol de la journée. Bah, ce serait le moteur droit. Ce serait le moteur... Non. On est le 4. On est le 4, c'est un jour pair, donc ils auraient démarré le moteur... Ouais, ils auraient démarré le moteur 2. Donc là, je vais me mettre sur la position ground. Là, on va voir ce qui va se passer quelque chose. Start valve open. Start valve open, pourquoi? Parce que la PU, en plus de fournir l'électricité, elle va fournir de l'air. Cet air, en fait, va être soufflé sur une partie du moteur qui va l'entraîner. On va attendre qu'il arrive à une certaine vitesse avant d'envoyer le carburant pour que ce soit assez comprimé. Là, on a passé la pourcentage de N2 qui est de 25. J'envoie le carburant. Et là, on va voir tout de suite que le fuel flow va avoir du carburant qui est injecté. Et tout de suite, vous allez voir qu'il va avoir tout de suite la pression d'huile qui a augmenté et la température d'huile. On va monter un peu le son pour entendre ce qui se passe. Donc là, il y a bien du carburant. Vous allez voir que la pression d'huile va monter. Et surtout, pardon, je l'ai pas montré, mais les gaz d'échappement vont aussi augmenter parce que du coup, bah, on crame du carburant, ça chauffe. Voilà. Donc en gros, faut se dire,
Et clac, là on entend du bouton de démarrage qui s'est remis en position neutre pour dire bah le moteur a démarré. Donc là moi je vais le mettre en continue. Je vous expliquerai tout de suite après, je vais juste démarrer le deuxième moteur. Yes sir. Confirmation fort à good engine start. On va partir au principe que ça a bien démarré. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Voilà, je vais vous montrer le deuxième écran en même temps. Donc voilà, j'envoie le carburant et regardez les gaz d'échappement. Fuel flow et gaz d'échappement. Dès qu'il y a du carburant, boum, tout de suite ça crame. Et puis à l'arrière, souvent, des fois, vous avez peut-être un... Souvent d'un coup, ça se met à... On entend vraiment les flammes qui se mettent en route. Ça fait un bruit de flamme, quoi, on va dire. Et surtout, bah, des fois, vous pouvez avoir un petit peu de fumée à l'arrière du moteur. Très peu, hein, mais comme si un truc prenait feu d'un coup, quoi. Sur 37 et 777, on démarre le General Motor 2 en premier parce que les normal brake pressure se sèment droit. Ok, intéressant. Je sais pas. Moi, je démarre toujours le 2 dans MSFS. Mais intéressant. Du coup, on a la réponse. Merci. Donc là, deuxième moteur a bien démarré aussi. Pourquoi je les mets sur continue? Procédure de démarrage. On va laisser parler. En gros, procédure de démarrage. Bon, ça c'est important parce qu'elle me dit que en gros, tout est déconnecté. Normalement, elle doit me brandir les flammes pour me dire que tout a bien été déconnecté. Normalement, c'est ce qu'elle va faire. Alors là, vous voyez, elle a la flamme dans la main. Normalement, elle se retourne, elle regarde le pilote. Non, là, elle se casse. Ouais, elle se casse. La fin de journée. Ah! Voilà, du cockpit. Dans le... Voilà, elle me brandit les flammes pour me dire j'ai bien enlevé toutes les sécurités. Si je me souviens, les accumulateurs. Ok. Pour me dire, bah c'est bon, j'ai bien enlevé la... En gros, il y a une barre qui se met dans le train d'atterrissage pour pouvoir forcer le camion qui nous repousse de prendre la main en fait. Sinon on casserait le nose wheel tiré. Voilà. Mais il est important de le retirer puisqu'il peut gêner, je crois, la remontée du train. Je ne sais plus si c'est le SBY. Bon bref. Nos moteurs ont démarré. Ce que je vous expliquais, j'ai mis sur continue. Pourquoi? En gros, processus de démarrage. On envoie de l'air. Il y a une espèce de... Mon professeur de moteur expliquait ça. Un mec avec des silex, entre guillemets, ça fait des étincelles. On envoie un CDR, le moteur tourne, ça commence à compresser. Après, faut regarder aussi un peu comment fonctionne un moteur. Mais en gros, il y a plusieurs étages avec plusieurs taux de compression. Et en gros, passer une certaine vitesse, il y a assez de compression pour qu'on envoie du carburant. Et juste avec l'allumage et la compression, ça va suffire à faire enflammer le mélange, on va dire. Et de continuer la combustion. C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait couper les étincelles, le moteur continuerait de brûler. Enfin, pas de brûler, je sais plus, il y avait un terme précis, bref. En faisant cette procédure-là, je continue de mettre le système qui allume. C'est une procédure, ça dépend des compagnies, mais en gros, ça permet surtout sur des temps mauvais d'avoir des problèmes d'allumage où des fois ça peut se couper. Ça permet de sécuriser le truc, quoi, en gros. Mais après, une fois passé le décollage, les moteurs sont tellement à des puissances importantes qu'on est tranquille. Oui, c'est ça. Sur les avions en général, sauf chez Airbus sur les moteurs Rolls-Royce, sauf sur les moteurs Rolls-Royce plutôt, on affiche la puissance en fonction du pourcentage. C'est-à-dire que 100% vous êtes à fond, alors vous pouvez aller à 100.2, 100.1, vous voyez là on peut aller jusqu'à 101%. Mais en gros dans l'idée c'est quantifié en pourcentage. Chez Rolls-Royce c'est un ratio entre le N1 et le N2 je crois, qui s'appelle l'EPR. Et vous pilotez l'EPR au lieu de piloter le N1. Le N1 en gros pour faire court dans votre moteur vous avez plusieurs étages, plusieurs étages. Et en gros ils tournent pas tous les deux à la même vitesse. Et c'est pour ça que souvent en général voilà, l'étage 2 tourne plus vite parce que faut voir un peu ça comme une boîte de vitesse mais c'est très grossier là. À prendre avec des grosses pincettes, attention. Le N2 en gros c'est comme une... Si on prend une boîte de vitesse, c'est des plus petits pignons donc ça tourne plus vite on va dire de manière générale. Le N1 c'est le fan, c'est presque ce que vous voyez en face, cette espèce de grosse hélice qui tourne, tout ce qui est un peu derrière. Et donc du coup je ne sais pas si à mon avis t'injectes plus de carbu. Donc voilà, bon bref.
On va avancer parce que vous voyez que là, notre moteur il consomme 0,29 kg. Non, 290 kg. Je sais pas si c'est à la minute ou alors. Non, si c'était à la minute, on était dans la merde. Je pense que c'est à l'heure. Je pense que c'est à l'heure. Oui, c'est plutôt à l'heure. Bah oui. Je pense que c'est à l'heure. Le N2, c'est la turbine et le N1, c'est le compresseur. Tonne de l'heure. Mais voilà. Bon, alors, est-ce que j'ai anti-ice? Oui, pas contre, parce que j'ai pas allumé les probits. Désolé, j'ai pas fini. J'essaie de vous expliquer des trucs. Voilà, si je faisais les choses bien, faudrait que je me connecte sur les moteurs. Je déteste ce système à la con là de souris. On va pouvoir couper la puce qu'on a plus besoin. On est alimenté par les moteurs, là on est autonome. C'est 2 moteurs qui nous fournissent du courant et on peut le vérifier encore une fois par système là. Je vais voir générateur 1 fourni et générateur 2 fourni. Donc là on est tranquille niveau électricité parce qu'on a abondamment l'électricité. On va pouvoir se brancher aussi, pressuriser la cabine. Enfin, pas pressuriser mais brancher les moteurs, l'air des moteurs sur la cabine. Parce que pour l'instant c'est pas le cas. Et le système ben voilà, de régulation de température etc. Ça s'appelle les packs. Permet voilà d'envoyer en permanence l'air dans la cabine, ça sort des moteurs et c'est souvent réchauffé parce qu'il fait froid dehors. Et voilà, ça permet de... Moi je vais pas aller dans les détails de comment fonctionne un pack parce que c'est assez complexe. Là vous allez entendre l'air. Ça le fait pas trop. Si, vous voyez, vous entendez? On entend l'air rentrer dans la cabine. C'est plutôt bien fait PMDG pour ça, moi j'aime bien. Voilà. Bon, la température descend, ça va, j'ai pas mis 18 degrés non plus. Ah ouais, ils l'ont réglé sur... On est au pôle Nord dans cet avion. Voilà, bon bref. Du coup, ça m'a perdu dans mes flots, c'est pas grave. Petit call logo off, on va pouvoir allumer la lumière taxi, on va partir du principe qu'on est autorisé à rouler. Normalement, c'est le contrôle qui nous dirait autorisé à rouler, nous devrait donner les informations de roulage. Souvent à ce moment-là, moi je sors les volets, donc nous on va décoller flap 5. Voilà. Take-off, alors ça me le fait à chaque fois, alors que je l'ai bien mis flap 5, mais c'est pas grave. Data. Voilà, donc là on les voit qui sont bien sortis, volet 5. Désolé pour le bruit, je vais agresser au niveau des oreilles. Hop là, vous voyez, on voit très bien là que les volets sont bien sortis. Et les becs de bord d'attaque aussi. Comme les pros après démarrage. Oui, si on tue la surface. Ouais, bah moi c'est pour ça, on me l'a toujours dit après avoir démarré les moteurs. Mais chez Airbus ça doit être automatique, je sais pas. Checklist. Désolé, j'ai le nez plein. Il n'y a pas la Before Taxi checklist? Bah, c'est bizarre, Before Taxi procedure. Je vais finir juste par un truc. Certains avions sont équipés, d'autres sont pas équipés de cette magnifique page qui est l'indication en gros des gouvernes. Donc là, ça nous permet juste de checker que quand je donne des infos dans le manche, en fait, elles se sont bien répercutées sur les gouvernes. Ah, c'est bas. Voilà. C'est là aussi où on viendrait pour moi... Arrêtez-moi si je dis des bêtises encore une fois. Régler le trim pour le décollage qui est de 5,75. Bah là on est presque bien. Non, on est pas bien du tout en fait, excusez-moi. De mon côté. Alors ça, faut pas laisser votre main parce que même en simu, les simus ça vous arrache un bras. En gros, voilà, hein, ce que vient faire le pilote, c'est ce que ferait. À chaque fois, je suis perturbé par ça. Là. Hop, je t'ai pas sur la bonne vue. Voilà. À chaque fois, le pilote, il... Excusez-moi. Je fais le con. Voilà, je me perds. Voilà. En gros, il va venir checker que ses gouvernes fonctionnent bien. Et regardez sur le tarmac d'un avion, un avion qui se met à rouler, vous verrez toujours ses gouvernes bouger à un moment donné ou à un autre. Voilà, en gros, c'est ce qui s'est passé. Pour tester, ça c'est le système de freinage automatique. Tous les avions ne sont pas équipés, mais les gros avions commerciaux le sont. En gros, là, je viens de le mettre sur Rejected Takeoff, c'est-à-dire que si jamais on a besoin de faire un arrêt décollage, hop, il nous freinera assez rapidement. Enfin, il nous freinera assez rapidement. En fait, il va mettre les freins quasiment à fond pour nous arrêter. Pour les premiers, chauffe, l'air est chaud. Non, c'est donc la vitesse affichée sera erronée.
Ça me fait chier. On va utiliser le raccourci. Allez, voilà. Et before taxi checklist avant. Before taxi checklist, générateur on, probit on, justement, anti-ice off, isolation valve auto, engine start switches continue, recall. Ça c'est un petit système. Alors ça, HB 31500, c'est l'équivalent de l'ECAM chez Airbus entre guillemets pour les pannes. Voilà, c'est ça. Alors, je croyais qu'au début ça avait aucun intérêt parce qu'il y avait très peu d'infos, mais en fait ils sont différents d'un côté et de l'autre. De l'autre côté, il y a les autres infos. Bon, bref. Voilà. Alerte seulement à partir de 84 nœuds sur 37. Intéressant ça. Engine start level, idle deton, flight control check, ground equipment clear. Oui, parce que la dame nous l'a dit. Bon. Before take-off checklist. Bon, ça on va y venir un peu plus tard. Alors, on va rouler. Bon là, le roulage, c'est pas très compliqué. Souvent au sol, ils vont, pour moi, peu utiliser les palonniers. Ça va être plutôt utiliser le tiller, qui est ça. Qui permet de faire tourner la roulette de nez de l'avion. Alors, ah si on le voit agir là quand même, vous voyez. En gros, c'est une sorte de mini volant. Chez Airbus, c'est plutôt une poignée qui est plate. Chez Boeing, elle est assez penchée. Donc, mais c'est assez intuitif, hein, malgré tout. C'est pas dérangeant pour piloter. Et tu vois, ce qui me fait chier avec le 737 PMDG, c'est qu'elle va pas au bout. Elle peut pas aller plus loin, même en allant moins vite, hein, je vous rassure. Et c'est assez chiant. C'est intéressant, je vais me pencher sur cette machine. J'avais un capitaine qui utilisait le trim pour rouler à droite sans mettre le pied outillé. Ça, c'est stylé. Du coup, il utilisait le rudder trim. Que voilà, en fait, vous avez des trims, ça, c'est un peu le b.a.-ba de l'aviation, mais j'aimerais bien faire des vidéos un peu plus pilotage même pour que vous puissiez comprendre ces notions-là, parce que le trim, on prend vraiment sur des petits avions, simplement. Et en fait, vous avez un trim, vous avez 3 trims sur cet avion, vous avez un trim dans 2 axes. Non, 3 axes, ouais, c'est ça. Vous avez donc le trim sur engage, donc l'avion, voilà. Et le trim sur l'axe de lacet. Je pense que c'est ça qu'il utilisait. Il utilisait, voilà, c'est ça. Pour qu'au taxi, il roule droit l'avion. Et vous avez le trim sur le roulis. Mais l'autopilote sur un 737 est pas tout jeune parce que c'est un autopilote 2 axes. Et là, je crois que je dis pas de bêtises. C'est-à-dire que l'autopilote, lui, il sait piloter ça, le tangage et le roulis. Il agit pas sur l'axe de lacet. Alors qu'un Airbus, et c'est là où HB 31500 il va se frotter les mains, il a un autopilote 3 axes. Donc il va pouvoir aussi jouer sur l'axe de roulis. Et parfois en vol, on voit même que des fois, il trime légèrement l'avion sur l'axe de lacet, excusez-moi. On coupe un moteur et l'avion avait tendance à partir à gauche ou à droite. Et le trim compensait ça. Ouais, bah c'est ça que je me dis, parce que les procédures roulage avec un moteur, ça doit être assez chiant quand même. Enfin, on doit passer son temps à corriger, je pense. De Pinot n'a pas le pied, mais sur le 777 si. Oui, le 777 est plus évolué, bien sûr, ça ouais. Le bonheur, ouais, je me doute. Même sur les autolandes, ça doit... Bon, alors je sais que vous n'en faites pas beaucoup, mais ça des fois peut-être un peu plus d'intérêt aussi. Bon, il le gère, hein, le 37. Hein. Il fait ça à l'américaine, hein, le vent de travers. Il se met dans le vent, comme sur un train classique. Enfin, c'est comme ça qu'on m'a appris en train classique. Au final, c'est assez intuitif comme façon de faire. Je reviendrai aussi sur les modes de pousser des manettes parce que là, ce sera trop indigeste. Je vais demander à l'avion qu'il prenne les préaffichages qu'il a calculés dans ses paramètres dans l'ordinateur. Donc lui, il va le faire tout seul. Alors désolé les lags, il chargeait juste la piste. Là. Donc là, dans l'idée, on va venir mettre 50% de la puissance. Et le but, c'est de voir que les moteurs arrivent quasiment à la même puissance en même temps. Ça permet de contrôler parce que des fois vous pouvez avoir des moteurs qui sont... Là l'avion est parfait mais dans la réalité en fait vu que les moteurs changent etc. au fur et à mesure bah, vous auriez possiblement une disparité et donc faut pas que ce soit trop important. Donc là il m'a annoncé 81 nœuds. Souvent ils ont le manche poussé à 81 nœuds, ils viennent le mettre au neutre. Pas de bêtises. Gentiment.
Là on voit que le V1, donc là V1, on peut pas arrêter le décollage. Et la rotate, donc je viens de tirer légèrement en arrière sur le manche. Hop. Clac. Positive rate. Donc là voilà, ça s'affiche là et puis il me l'annonce. Donc gear up, on va rentrer le train. Donc sur la position up. Et là où si vous avez bien rentré les informations en parlant de navigation, l'avion va tout de suite vous donner une assiette à venir chercher pour attraper votre vitesse. C'est là où ça c'est utile. Children of Magenta comme on dit. On vient suivre en fait ce que nous donne comme info l'avion, tout simplement. L'avion va monter un peu fort jusqu'à 1500 pieds. Ensuite vous allez voir que voilà, on vient réduire l'assiette. Pour monter plus gentiment. Et vous allez voir que passé 3000 pieds, on va encore plus réduire l'assiette et l'avion va se mettre à accélérer. Souvent dans les procédures ils utilisent ça, ils disent bug up speed. Voilà. On va suivre les flight directors. Voilà. Oui excusez-moi, je vais pas trop en détail, j'essaie de faire les choses bien. Allez, va en changer parce que j'avais du 200 et là vous voyez on l'a plein en arrière. Bon c'est pas plus mal, on va plus vite. Vous voyez 3000 pieds, boum, bug up speed. Donc là il vient de monter la vitesse sélectée. Donc on va faire un petit palier et c'est pour ça qu'on fait ça, ce palier, pour accélérer. Souvent c'est pour réduire la ligne sonore, on essaie de monter assez rapidement et ensuite ils font le palier pour accélérer et se mettre en vitesse de montée. Et donc là vous voyez il me donne déjà un peu quoi faire, il me dit que bah voilà, passer le prochain cran je pourrais être à Flaps 1. Donc là je rentre. S'il y aurait un copilote je l'aurais annoncé. Je l'aurais annoncé Flaps 1. Donc là il aurait mis Flaps 1. Et là une fois que j'aurais passé le cran Flaps Up, là où il y a écrit Up, j'aurais annoncé Flaps Up, lui il aurait regardé, il fait speed check, vérifie qu'on avait assez de vitesse pour pouvoir entrer les volets. Flaps Up. Voilà. Et vous voyez ici l'indicateur des volets qui rentre gentiment. Comparé pareil là à Airbus, il y en a une chier des crans de volets. Voilà. Hop. On continue de monter. Et puis là pour continuer mes explications je vais quand même vous mettre l'autopilote. Donc là bah, c'est ce bouton là. Command A. Parce que c'est le pilote. Enfin c'est le capitaine, celui qui est en place gauche. Le pilote il aurait utilisé le commande B dans l'idée. Bovin. Voilà et puis là c'est fiche ici commande. Et puis on aura annoncé N1 NAV VNAV speed. Voilà. Alors je sais peut-être pas les bons calls hein. Lol, erreur de frappe. Ouais je me disais pauvre. Airbus, c'est pas mal ça. Là on va passer en standard, ça pareil j'aimerais bien l'expliquer dans une autre vidéo parce que c'est trop de notions et si je veux vraiment aller dans les détails. Bon pareil, on va maintenant qu'on a fini notre décollage, on quand même toujours dans l'idée on va remettre notre machine en configuration pour préparer la croisière. Théoriquement vu qu'on a fini de remonter, on a fini le décollage, on viendrait mettre le système de train sur off. Sur Airbus ça se fait automatiquement, là en fait quand il est sur off, le système hydraulique continue de pressuriser et de maintenir la pression. Sauf que passé un certain moment, quand ça fait assez longtemps, normalement, on peut le mettre sur off pour couper. Parce que ça veut dire que la pompe hydraulique en permanence, elle pompe surfermée. Au bout d'un moment, ça l'abîme. Donc, au bout d'un moment, on peut venir couper le système. On vole comme des bovins, oui, alors. Pareil, le système de freinage automatique, on va pouvoir le passer sur off. On a fini le décollage. Je vais enlever mon magnifique joystick. Voilà, je vais le mettre dans une position plus confortable. Attendez, je regarde un truc. Attendez, je regarde juste un truc. Ok. Excusez-moi. Là, vous voyez, l'avion il nous dit top of climb. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, on sera à notre altitude de croisière. C'est plus pour vous donner des petites infos comme ça, mais il faudra qu'on en revienne plus loin sur... Salut, Gwengan, chauffeur de bus. Qu'est-ce que c'était drôle. Légèrement XD. Ouais je sais mais alors voilà pour être honnête moi je déteste ce simu sur la gestion du joystick parce que c'est nul à chier. C'est à dire que sur les premiers crans il se passe rien et puis d'un coup dinguerie l'avion il serait capable de se mettre en décrochage. Si vous voulez je vous montrerai à la fin, on va prendre le Cessna. Je tire juste ça, on dit oh bah il se passe rien et puis je fais ça et là le truc il part à... C'est un enfer. On a passé 10 000 pieds. Alors vous pouvez m'insulter, j'ai pas allumé les phares de décollage. C'est pas bien, voilà. Mais bon j'étais à fond dans mes explications et tout, je suis désolé. Ça c'est pas bien, normalement voilà on aurait fait ça, on aurait mis les phares. Ça permet de jour, vous allez me dire mais ça sert à rien. C'est plus pour dire aux autres attention on va décoller, on a été éclairé au décollage donc on a mis nos phares de décollage. Enfin, bon là on a passé 10 000 pieds, on a plus besoin. Seatbelt sur auto, pareil,
Donc là on vient de décrocher les passagers. Les lampes j'aurais pu les gérer un peu mieux. J'ai un peu speedé sur le truc, excusez-moi. Dans son pseudo, je me sens seul sans ma petite table. Fais gaffe à ta réponse. Petit coup de pression. Ouais, donc les lampes, et puis si on fait les choses bien, on ferait une after take-off checklist. C'est pareil. J'allais un peu vite sur le décollage, j'étais un peu trop à fond. Normalement, on a fait la before take-off checklist. Voilà, c'était de checker qu'on avait bien nos volets en bonne position. Malgré tout, si on n'avait pas mis les bons crans de volet, on aurait une alarme de configuration. On aurait fait 1. Bref, c'est interminable. Mais bon, là pour le coup, c'est pas bien. On aurait fait du faire. Before take-off checklist complete. After take-off checklist. Engine bleeds. Donc, sont sur on. On pourrait les couper. Il y en a qui décollent sans les packs. Comme si vous décolliez avec la clim. Ça consomme un peu plus. Donc il y en a qui la coupent. Packs auto. Voilà, c'est pour justement la gestion de la pression. Landing gear up and off. Justement. Voilà. Flaps up. No light. After take-off checklist complete. Voilà. Un bon vieux take lock sur les genoux irait mieux. Ça aurait fait comment? Attendez, je vais retrouver. C'est ça. Vous êtes prêts? Ah, qu'est-ce que c'est chiant ça. Attendez. C'est infernal. Voilà. Mais alors ça fout le seum hein, parce que tu dis était mieux, désolé. Ah, ça fait plaisir. Vous pouvez clipper ça si ça vous a fait plaisir. Bref, ah ce truc là quand tu l'entends, t'as préparé tout ton vol sur Ivao, le mec il t'a clairé au décollage, tu mets les gaz, t'entends 1 et là tu fais oh le con. Oh le con. Bon là pareil, je vais juste régler les infos. 1074. Je suis désolé sur la navigation, je rentre pas dans les détails. Mais je pense qu'il faut vraiment l'approprier dans une autre partie parce que c'est vraiment complexe. Là je règle juste mon ILS. Mais le problème c'est que si je faisais tout, de chez tout. Ou alors j'aurais dû décomposer mais je trouvais ça frustrant sur live qu'on fasse pas un décollage avec un atterrissage. Donc c'est pour ça que je préfère revenir. Ça vous permettra de revenir aux anciens volets. Je passerai plus vite sur toute la configuration de la machine. Mais on pourra aller plus loin sur tout ce qui est réglage de l'autopilote. Et du paramétrage, je pense que ça peut se faire en 2 étapes. Et puis la prochaine fois on pourra faire ça sur l'Airbus. L'avantage c'est que je devrais aller moins dans les détails en me disant un EPU c'est quoi. Après pour les nouveaux qui viennent à chaque fois c'est peut-être intéressant. J'arrive juste mon ILS, je le fais largement à l'avance, c'est pas besoin que je le fasse aussitôt. Juste pour pas être emmerdé en fait. Ouais, voyez les gars, j'ai fait n'importe quoi sur le décollage, j'aurais dû m'arrêter plutôt que parler. Voilà, ça pareil c'est pas fait dans les règles de l'art, non. Voilà. Désolé, sur la configuration du décollage, c'était ni fait ni à faire. Bon, c'est le live, hein, l'avantage, on peut se reprendre sur un autre live. 109.10, je l'ai activé une fois, 2 fois. Bon, voilà, vous voulez les moyens. Mais voilà, en fait, j'aurais dû, donc, procédure de décollage, ce que j'ai zappé, qui était pas bien. On aurait dû allumer les lumières de décollage. Pas toutes, hein, je pense qu'on aurait pu allumer juste les fixes, surtout de jour. Le rétract, bon, de nuit à la limite c'est un intérêt, mais de jour là il y a moins d'intérêt. On aurait dû mettre le strop sur marche, c'est ce qui clignote en fait en bout d'aile. On aurait dû mettre le TCAS sur TR&RA, en gros c'est une configuration. Et faire la checklist. Donc là voyons on arrive à notre altitude de croisière assez rapidement. Il nous l'a mis loin le top of descent. Ouais voilà ça fait une petite croisière. C'est pour ça que j'aime bien faire ce vol Marseille-Lyon, c'est assez simple à paramétrer et ça permet un peu plus de se concentrer sur le truc. Alors HB 31500, si t'es toujours sur le live, c'est ton moment, entre guillemets. C'est l'instant promo. Si tu veux craquer ton portefeuille. Alors PMDG ont toujours été des maîtres, je trouve, en la matière, surtout sur les productions, puisque les produits sont toujours super bien détaillés. Enfin, franchement, ils sont vraiment bons. One to go. C'est-à-dire qu'on arrive à 1000 pieds de latitude qu'on a paramétré dans la fenêtre ici. Donc latitude qu'on a targeté. Ça s'annonce en général. Et ce que vont faire le pilote et le copilote, c'est vérifier que les modes sont bien passés. Donc FMC Speed VNAV pass. Donc ils l'annoncent en général.
Et ils vont surtout vérifier que l'avion il vienne bien intercepter l'altitude. 80% du temps il le fait, mais ça peut arriver qu'il y ait une dinguerie. En fait on a gardé le vertical speed et puis il va continuer, il va pas changer de mode. Un autopilote ça peut être con parfois, et comme on apprenait en formation, si tu lui rentres de la merde, il va te sortir de la merde. Donc si tu fais pas gaffe à ton truc, si tu le monitores pas en permanence, et que t'as fait une boulette et que tu t'en es pas rendu compte, même si tu peux être deux, voilà, ça fera de la merde. Donc c'est toujours mieux de contrôler tout ça. Là on a vu qu'il a bien intercepté, il a pas fait de dinguerie. Voilà, il va accélérer la vitesse de croisière. Voilà, shit in, shit out, ça marche bien. Donc petit instant promo. Voilà, donc le 737 qui vaut un petit billet, il est en promo. Voilà. Voilà le prix du produit, mais pourquoi il était pas content? Ma table de mixage a bugué, mais c'est pas grave. Et ouais, juste le 737-800, ça suffit largement. En plus, je crois qu'ils fournissent avec d'autres modèles cargo, ouais, voilà. C'est le top. Et moi, celui dont je suis impatient, c'est mon bébé, ça, c'est l'avion de mes rêves. J'aimerais voler là-dessus. C'est mon objectif, on va dire, dans la vie. Ils ont viré le 300ER. Ah, voilà. Voilà, alors ça c'est de l'avion. Bon, alors, les images sont moches, je veux dire. Ah, mais c'est quoi cette horreur? Mais... oh là là. Rien quand je vois ça, là, ça me rappelle des tellement bons souvenirs. Oh, mais quand il va sortir, mais je vais vous dire, vous allez en manger, je suis désolé. Hein. Alors, j'espère que d'ici là, je serai en compagnie quand même, mais... Bon, donc voilà, on est à notre altitude de croisière. Bon, notre top of descent, il est dans ouais, moins de 20 nautiques. Ouais, il est quasiment dans 10 nautiques maintenant. Donc on va commencer à se préparer gentiment pour la descente. L'avantage c'est que ça fait pas de mou. Alors ce que j'ai fait un petit peu en discret sans trop vous expliquer, c'est que j'ai réglé les paramètres de performance d'approche. C'est-à-dire que je lui ai dit, bah voilà, nous on va se poser volet 40. Donc lui il nous a calculé une vitesse d'approche, de référence. Voilà. Et puis lui m'a dit, bah, fonction de l'approche que tu veux faire, faut que tu rentres ça comme information dans l'avion. Ce que j'ai rentré, 109-10, 109-10. Et les courses, 174. Ça dans l'Airbus, ça se réglerait tout seul par exemple. J'ai déjà postulé en compagnie, en fait je suis un peu en stand-by. Pour le moment, je sais que c'est le moment, faut pas trop tarder, j'entends et tout. C'est juste que j'économise encore un peu parce que les QT restent super chers. Voilà, une QT Airbus par exemple, chez une compagnie, chez certaines compagnies ça va être 34 000 euros. Chez Ryanair, le 737 c'est 30 000 euros. J'ai pas les sous encore. Donc en fait, et je veux pas refaire un prêt parce que j'ai déjà fait un prêt pour ma formation. Qui coûtait en gros, je l'ai entre guillemets pas payé cher pour l'époque, parce que j'ai payé 80 000 euros. Maintenant ça vaut plus 110 000 euros, la même formation. Cap dans l'école où je l'ai faite. Et donc du coup c'est pour ça que j'attends un petit peu pour postuler, c'est d'avoir des sous pour pouvoir financer mon depuis la QT. WIS par exemple. Ouais, alors oui je suis d'accord. Mais j'ai pas envie de griller la cartouche trop tôt. C'est-à-dire que je bosse en ce moment, j'ai pas trop le temps de réviser mon ATPL et tout. Il faudrait que je me remette à fond là-dedans. Donc voilà. En fait je me suis donné un peu comme objectif d'être l'été prochain, d'avoir essayé quand même de trouver un cockpit quoi l'année prochaine. C'est un peu l'esprit. Donc là ce que j'ai réglé, c'est j'ai réglé une altitude target, 10 000 pieds. Voilà, qui correspond à la restriction au point relire. Relire on doit être à 10 000 pieds au-dessus, voilà, il nous le dit. Above, above. 140, c'est ce qu'il avait. Alors là, 120, 140, c'est une plage. Et là, vous avez above et vous pouvez avoir B pour below. C'est-à-dire qu'on est en dessous. Et des fois, vous avez juste une valeur. Et elle est en gros, comme ça. Voilà. Et c'est mandatory. Vous devez être à telle altitude, à tel point. Voilà, c'est. Alors, soit vous arrivez avant, soit vous arrivez pile poil dessus. Mais. C'est pour les plans de descente, etc. Donc les contrôleurs, en général, ils essaient de vous faire suivre pour être dans ce pipe-là. De toute façon, c'est des restrictions. Donc, bon, après, voilà.
peut y avoir des cas exceptionnels où il faut se maintenir le truc. Mais eux, ils ont calculé le truc, donc vous êtes tranquille. Ah, vous voyez, on est passé en VNAV Pass, ça pareil, on aurait dû l'annoncer. Les autobreaks, on va mettre autobreak sur 1, parce que la puissance index est assez grande. On peut se faire 2 pour voir un peu ce que ça fait, si vous voulez. Je sais qu'il n'y a pas trop de différence. Pour moi, de ce que j'ai compris entre le 1 et 2, le delta est pas énorme. Par contre, quand vous passez à 3, ça commence à être vachement plus violent. Alors en max, tout le monde a la tête dans le siège de devant, je pense. Donc voilà, j'ai initié la descente. Ce qu'on va faire quand même, c'est lui donner les infos d'atterrissage. L'altitude d'atterrissage, c'est toujours important pour que lui puisse savoir. Donc là, on est à 821 pieds. Donc là, je vais rentrer 821. On est plus proche de 800 que de 850. Vérifier, j'ai bien rentré 800. Voilà. Comme ça, lui, il va pouvoir calculer son delta de dépression. Enfin, comment gérer l'altitude de la cabine, gentiment. Tac, tac, tac. Donc, on est toujours en descente gentiment. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir du principe qu'on serait clearé à l'approche complète. Donc, je vais. On va se régler directement sur 3000 pieds, qui est l'altitude d'interception de l'ILS. Là, vous voyez, il me dit drag required. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à maintenir son plan de descente. Vous voyez, on est en train de prendre du retard gentiment. Donc, lui, il me dit, bah, est-ce que tu peux m'aider et sortir un peu de traînée? Les speed brakes, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, en général, moi je suis un forain. Voilà. Donc là, on les a sortis, ça va l'aider. Vous voyez, FSC, on va changer de mode. Ça ressemble à ça. Et les speed brakes. Alors, ça a deux fonctions. Soit c'est, on en parlait d'ailleurs l'autre fois avec HB 31500. En plus, je suis con, ça va être le code postal de Toulouse ou de. Dans le coin là, j'ai oublié le nom de où ils sont. Voilà, donc ça a le rôle de speed break. Et là faudrait que je les rentre parce que l'avion est en train de continuer d'accélérer, donc il y a un peu besoin, ça veut dire. Ça permet soit de ralentir la machine, soit quand vous avez posé les roues, bah si de ralentir la machine de manière générale, c'est le speed break quoi. Donc là il en avait plus besoin parce que j'ai entendu les moteurs remettre du gaz. C'est con de remettre du gaz alors qu'on est en descente, donc je les ai rentrés parce que ça voulait dire entre guillemets qu'ils n'en avaient plus besoin. Je vais rentrer les minima de l'approche. Ça pareil, on reviendra sur une prochaine fois parce que on a fait un 174. « 980. » Ouais, on est bien barreau. Oh putain, ça c'est très chiant par contre. C'est vrai que c'est là où l'avantage d'avoir un bouton physique. Je suis désolé, je fatigue un peu, j'ai une bonne journée aujourd'hui. Ça m'arrive de dire de bugger un peu. Bon là en fait il est obligé de ralentir, pourquoi? Parce que en dessous de 10 000 pieds, vous avez une règle de limitation qui est à 250 nœuds. Je sais pas si c'est pareil aux États-Unis, en Asie et tout comme ça, mais en Europe je sais que c'est quasiment partout pareil en Europe. 180. Cette map pareil, on reviendra dessus gentiment parce que là pour le coup là pareil, je pense que voilà, il a besoin de qu'on l'aide parce qu'il est un peu en retard. Enfin, il est pas en retard, mais voilà, il a besoin de ralentir à 250 nœuds et les 10 000 pieds se rapprochent afin d'éviter et de pas refaire la même connerie. En dessous des 10 000 pieds en général on allume les phares les phares. J'allume pas ceux en dessous, c'est des phares en fait qui se... Je vais vous montrer, je vais en sortir un pour vous montrer à quoi ça ressemble. En gros, ça ressemble à ça. Voilà, j'en ai allumé un sur les deux pour vous montrer les états des deux. En gros, vous voyez, c'est des phares qui sortent comme ça et qui se rentrent. Donc, quand il fait jour, les phares ils servent à rien, mis à part à dire aux autres, bah attention, on va se poser. Ça, vous voyez, par exemple... Voilà, désolé, j'essaie de me balader. Wow. Ça, c'est le beacon, par exemple. Le truc dont on parlait tout à l'heure. Comment je réinitialise? Voilà, comme ça. Excusez-moi, j'apprends à gérer les caméras en même temps. CAP vidéo. Le strop, c'est ça. Voilà. Les navigation lights, c'est ça. Vous en avez une de chaque côté, une derrière, qui font 110 de chaque côté degrés et 140 à l'arrière. L'autre, je sais pas où ils l'ont mise. Là, mais bon, il fait tellement jour, on la voit pas. Et voilà, et là vous avez le rouge. Ah, le blanc, je suis con, il est derrière chaque aile.
Voilà, c'est ça. Bon, voilà, c'est plus pour vous expliquer les éclairages que vous pouvez trouver. Et donc moi, ce que j'ai fait allumer, simplement, c'est juste ces phares là, parce qu'on n'a pas besoin de ceux d'en dessous. Voilà, c'était pour vous expliquer les phares sur le 737. Taxi là, je vais le laisser allumer aussi. Bon, même s'il sert à rien, parce qu'en fait, il est dans le train, donc quand on le descend. Les anti-brouillards, oui. Tu peux montrer le signal top of descent, please. Alors, je l'ai passé, il y avait écrit TC, T/C, en petit rond vert. C'est mieux, shit in, shit out, téléposition en compagnie. Et on tourne aussi sur l'axe de roulis avec les spoilers. Oui, ouais, ils servent aussi à faire incliner l'avion. Je sais pas si vous avez vu quand on a fait cette commande, ils se sont déployés. Tu peux montrer le signal, ok. Les anti-brouillards, descent. Les landing lights sont aussi utiles pour minimiser les périls aviaires, d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Mais pour moi, de ce que j'ai compris, dans certaines compagnies, ils s'emmerdent pas et ils sortent pas celles qui sont rétractables, sauf de nuit, où il y a plus d'intérêt pour avoir plus de lumière. Un truc tu vois aussi qui est différent mais que je préfère chez Boeing pour le coup, c'est la matérialisation de où va être ton avion. C'est cet arc en fait. Tu vois là j'ai réglé 3000 pieds, bah il me dit que je serai à 3000 pieds au niveau de l'arc. Ce qui m'inquiète un peu, faut que je regarde où on en est sur la carte. Ça se trouve c'est pas 3000 pieds, si c'est 3000 pieds d'interception, ce qui me semble. Bon, ça va le faire. Vous voyez, on est dans les conditions. Alors, ça, c'est ce que expliquait mon prof Transavia. Boeing de base, il met 240 parce qu'il a peur de ne pas pouvoir tenir les 259. Je trouve ça assez drôle. Alors que l'Airbus, lui, il y va YOLO, il met 250, il tient 250. La Green Banane, ouais. On l'a aussi sur les Garmin et ça n'existe pas chez Airbus. Airbus est matérialisé par la petite flèche qui descend et l'autre flèche qui continue à descendre. Et je trouve ça tellement pratique comme outil. C'est tout con, mais c'est trop bien. Je trouve ça dommage, ça, par exemple. Alors en face un bug. Voilà. Un bug de MSFS. C'est le chargement de la scène je pense. Là on voit Saint-Exupéry justement. Là on va se poser. Et bon. Là où je vole moi souvent les week-ends. Alors je voulu voler ce week-end, je tombais malade, super. La Confluence. Là-bas pardon. La Confluence, la ville de Lyon. Bon ça fait un peu blas parce qu'il a pas chargé les décors encore mais... Bon, on va arrêter de faire des conneries, on va se concentrer un peu. Descent checklist. Clac. On va mettre ça sur continue. On passe quelle altitude? Passer 6000 pieds en... autre chose. Positioning, landing, altitude check, recall. Souvent quand on appuie là-dessus, si jamais il y avait des recalls. En gros on vient rappeler les défauts si jamais on les avait masqués. Ok, auto break 2, landing data, VFN minimum 7, approach briefing completed. Before the descent checklist complete. Alors après on fera l'approche checklist. Bon, c'est assez simple l'approche checklist. Je vais aller choper de l'eau. Que je me dessèche de la gorge. Ah. Je vais courir tout à l'heure. J'ai trop... enfin je m'étire après le live parce que ça va être horrible. Alors désolé, j'affiche pas les charts. Normalement, puriste. Barbe, j'ai pas eu le temps à choper ton pseudo. Barbarian CSB, bienvenue à bord. Installe-toi. On va se poser à Syntex là dans 10 minutes, je pense. Même pas. Alors, donc là, on a réglé notre machine. Sur la trajectoire de l'avion, on en reparlera. C'est plus les systèmes, etc. là aujourd'hui. Je trouve qu'on est un peu en retard, sachant qu'on est censé. Ah, above 3000 pieds, vous voyez. Là, faudrait qu'on soit à 5000 pieds above. On est pas mal. On est 1000 pieds là pour l'instant. Ça va le faire. Il se régule plutôt bien, je trouve, sur la descente. Des fois, il fonce même le 737. Hello, depuis LFML, depuis Marseille. C'est con, on est parti de Marseille. Ah, c'est dommage. Et bah, bienvenue à bord. Installe-toi pour cet atterrissage. Alors, je vais quand même nous mettre un petit coup de Volanta pour le plaisir. Ça va permettre juste de connaître le landing rate. Alors ça c'est pour le puriste. Je vais écraser l'avion.
Ah bah oui, la mise à jour qui fait plaisir. Ouais, pas pour longtemps. Dites-moi dans le chat si ça vous plaît ce petit concept. Moi j'aime bien, c'est assez posé. Je suis où? Il est où mon avion? Il est où mon avion? Il est là. Voilà, votre vol en cours. Vas-y, affiche-moi ma trace là. Merci. Voilà. Ouais, moi je trouve ça intéressant. T'inquiète pas, HB Toulouse, je vais t'appeler presque. Je pensais le faire sur 320. Mais c'est des trucs sans prise de tête, hein, voilà, comme je dis, j'ai pas de QT, mais je trouve ça intéressant. Et puis de dialoguer dans le chat avec des gens qui sont sur la machine, qui travaillent tous les jours dessus. C'est pas mal comme concept. Bon, je vais essayer de pas foirer le truc parce que là, je vous fais plus un tuto. Bon, alors, c'est pas comme ça qu'il faut poser un avion. T'es le mec qui te fait le tuto et il te chie tout. Oui, on a passé 5000 pieds nickel. Le point de décel, c'est le point de décélération. C'est là où ben voilà, on va commencer à sortir les traînées, ralentir la machine. Je laisse faire la machine. Là, donc là, il vient de me demander de passer, d'enlever le QNH standard. Normalement, il faudrait que je le fasse sur tous, mais bon, là, je l'ai pas fait. Voilà. Enfin, je le fais que sur un. Mais je pourrais le mettre en mode réel, c'est-à-dire que vous pouvez paramétrer le PMDG pour que standard il le fasse d'un côté, puis de l'autre. Hein. Pourquoi tu joues sur l'heating? En fait, je voulais le paramétrer exactement sur la même heating que la piste pour que ce soit plus carré. C'est peut-être une connerie. Hein. Non, en fait, ce qui importe, c'est surtout ça, c'est la course, c'est pour le réglage de la radio-navigation. C'est ce que tu règles, par exemple, dans la page RadNav sur l'Airbus, tu mets ta fréquence slash la course. Mais si sur le Boeing, elle se fait, tu peux avoir une course indépendante de chaque côté, dépendant de ce que tu veux faire afficher. Là, je vais activer le mode approche, parce que bah là, on est sur le vecteur final, single channel, on pourrait mettre son dual channel. Les deux autopilot. On va pouvoir commencer à faire ralentir la machine gentiment, on est à 3000 pieds, 1000 to go. Hop, la machine va gentiment ralentir. On devait être au-dessus de 3000 pieds, donc on est dans les tolérances. Par contre, au prochain point, vous avez vu, c'est 3000 pieds ou rien. Donc là, mon coco, va falloir y aller, mon pote. Sinon, on est en retard. Vas-y, Jérôme, on y va, on y va, on y va. Il est en train de me faire. Voilà, il rattrape son truc. Je vais décélérer gentiment sur l'ILS. On va l'aider avec... Voilà, alors ça c'est ce que je déteste. On va sortir le train, ça va l'aider. Le train, c'est vraiment une grosse traînée. Là, voilà, on a réussi à 3000 pieds gentiment sur l'ILS. Désolé, hein, je suis vraiment la tête dans le guidon. Fréquence courbe minimum. On est bon, voilà, c'est ça. Et on pourra même remplir l'approche checklist. Approche checklist. Altimeter 7. Approche checklist complete. Mais ça va arriver un peu tard là sur cette approche. On va finir par la landing checklist. Voilà, on est sur l'ILS. On va sortir en séquence nos traînées. Voilà, il est en train de choper l'ILS. C'est représenté en fait par ces barres de déviation. Vous voyez, elle est passée un peu en dessous du plan. Bon, il va rattraper gentiment. Hein. Il est grand. Je sors un peu les traînées. J'aurais peut-être dû anticiper un peu ma sortie des traînées. Viref, voilà. Souvent ils mettent le marqueur. Ça turbule un peu aujourd'hui. Désolé. J'essaie de faire ça proprement. Mais avec les turbulences, c'est chiant. Voilà, la viref, elle est là. Est-ce que le but ça va être de sortir toutes les traînées? Pourquoi? J'ai du vent de face pourtant, un peu de vent arrière. C'est bizarre ce vecteur. Bon, on va regarder, on va le laisser bosser. Hop. On va se mettre en place du cockpit. Par contre, ça souffle le vent. Et le vent du sud dans la vallée du Rhône, c'est un enfer. S'il est violent, il est jamais constant. C'est bien pour l'atterrissage, on va rigoler. Bon, voilà, la vitesse se stabilise. Hop. Il faut armer, comme chez Airbus, le système de spoiler qui va se déployer tout seul. Je finis la landing checklist. Before landing checklist, engine start switches. Continue. Speed brake. Armed. Landing gear down 3 green. Flaps 40 green light. Before landing checklist complete. Là, j'aurais été un peu intelligent. J'aurais regardé un petit peu plus mes infos. Et j'aurais peut-être sorti que
que volet 30. Que volet 30, ouais. J'ai dit une connerie en plus, c'était 40 green light et j'ai annoncé 30 green light. Voilà. Faut vraiment faire gaffe à ça. En bas à droite, tu as le sector heading, tu as un bouton approche. Ouais, voilà, je l'ai activé là. Mais il est dessus là. Il est. Voilà. Je vous propose c'est qu'on le reprenne à la main. Vous appuyez 2 fois sur ce bouton là. J'espère qu'on n'aura pas trop de lag. Autopilot disengage. Alors là, je suis désolé, les puristes vont me tuer. J'ai pas de manette, on va dire, qui soit assez bien fichue. De manette des gaz, donc je suis obligé de le laisser en auto-throttle. Dans la vraie vie, l'opérationnel, normalement, on n'a pas le droit de garder l'auto-throttle Boeing. Mais là, c'est juste que ma manette, elle est vraiment nulle à chier et qu'il faut que je la change. Et donc, en attendant, ben, faut que j'arrête de parler, il faut que je me concentre sur mon truc. Je ne garde pas j'utilise l'auto-throttle Boeing. Je sais que c'est pas bien, je vois le... Enfin, mec, il est dans le chat. Quoi? Désolé, c'est pas comme ça que ça se fait normalement. Mais il faut que je m'achète une nouvelle manette de gaz pour le simuler. Voilà. Alors, une petite alarme, je me suis mis un peu bas sur le plan. Moi ça va le faire. Hop, on va se relaxer gentiment. Bon, désolé, c'est pas le plus beau des atterrissages que j'ai pu faire. Mais bon. On n'a pas le retard là, donc c'est un peu vous et qui allez faire un peu comme vous le sentez. Un peu long, mais ça va. Spoilers. Reverse green. Là, j'aurais dû garder l'axe. Donc je vais rechercher mon axe. On va attendre d'atteindre 80 nœuds. Donc là, les freins sont toujours serrés en automatique, c'est pas moi qui freine. Donc voilà, autobrake 2, c'était pas si déconnant. 80 knots. Je reprends les freins manuels. Hop là. 80 knots, en fait, on l'annonce et on rentre les reverse parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. On a utilisé toute la longueur de piste, donc on n'a pas freiné comme des forains. Bon, c'est pas plus mal. Hop là, on va freiner un petit peu parce que sinon la sortie elle va piquer, les gars. Hop. Oh non. Poser courant, mais certains collègues posent avec l'auto-throttle. Ok. Bon bah voilà, mais bon c'est vrai que c'est plus sympa de garder les gaz à la main. Bon désolé, c'était un peu chaotique, ça arrivait un peu vite l'approche, j'aurais pu détailler ça un peu plus correctement, mais bon, j'aurais fallu que je mette pause et je trouvais ça dommage de mettre pause, surtout pour le live. Alors là, je viens de resetter mon parking brake. Bon là voilà, il se plaint de l'auto-throttle. Ça c'est le panneau d'affichage du système de l'autopilote. Bref, je reviendrai dessus sur tout ce qui est gestion de l'autopilote. Donc on va rentrer nos speed brakes qui sont l'équivalent de ce que vous avez sur les ailes. Souvent quand l'avion se pose, vous les voyez sortis. Ça se déploie automatiquement. Dès que vous avez du poids qui se déclenche sur les roues, en fait, ça va déclencher un contacteur qui en fait déploie ce système et vient déclencher aussi l'autobrake. Ça s'appelle le WOW, Weight on Wheel. Je sais pas. Auto spoiler. Il n'y a pas pour le genre. Si, justement, c'est pour ça qu'il faut l'armer. Mais justement, il se rentre pas tout seul, non, faut le rentrer toi-même. Bah, sinon, c'est pas drôle, on s'ennuie. Et puis, bon, on va rentrer les volets, hein, classiquement. On va pouvoir enlever le mode continue, parce que maintenant on est au sol. Afin de ne pas éblouir les collègues, on va couper les landing lights. On va pouvoir démarrer l'APU gentiment, parce qu'on n'a pas beaucoup de roulage. Le strobe, on va pouvoir le mettre sur steady. Tac. Et après, dites-moi dans le chat si vous avez d'autres procédures à utiliser. Je vais pouvoir couper le transpondeur gentiment. Si on aurait le radar météo, on l'aurait coupé aussi, mais ça, je vais pas aller dans les détails aussi aujourd'hui. Ça fait beaucoup trop d'infos. Allez. Et on va pouvoir faire une petite checklist. After landing checklist. After landing. Ah, il n'y a pas d'after landing checklist, after landing procédure. Bon, on va speed brake lever down, APU on, probe it, switches. Bah, je les ai laissés en auto, je sais pas trop. Exterior light, j'ai juste gardé les taxi light. And start switches off, weather radar off, auto brake off, lap lever 0, transponder. Je l'ai mis en XPDR. After landing procedure completed, mais bon, ça aurait été une checklist. Bon, là, normalement, le contrôle a dû nous clearer à traverser. On aurait dû allumer les landing lights pour dire qu'on traverse. Garder le transpondeur sur marche. Et pareil pour les strobes. L'APU est dispo. Je sais pas si on peut se connecter dessus. Alors attendez, je vais tenter un truc. Donc là, on est connecté sur l'APU. On va activer l'APU bleed. Donc on va se brancher sur l'air de l'APU. On peut couper nos landing lights parce qu'on a passé la piste. Et on va tenter le roulage avec un moteur. C'est une procédure hein, qui existe. Donc j'aurais dû le confirmer. Right engine shutdown. Là, Cargolus, il va peut-être me taper.
pour le décollage et atterrissage. Et sinon, quand tu allumes les anti-ice, continue, tu laisses tout le vol. Non, ouais, voilà, j'ai pas tout expliqué. Ok, ok. Là, t'es en cruise. Alors, tu vas peut-être me dire, Cargolus, j'ai fait une erreur, c'est possible. Parce que j'ai coupé le moteur droit et si j'ai bien compris, ça gérait peut-être les accumulateurs pour les freins. Non, mais tapez, je déconne. Enfin, je veux dire, façon de parler. Ça, c'est le, oui, c'est le réflexe école de pilotage. On nous tapait entre guillemets, mais on faisait une erreur. Ah, je rigole. Est-ce que j'aurais mieux fait de couper le moteur 2? Mais bon, ça veut dire que je me dis, sans certaine idée sur la gestion de la maintenance, ça veut dire qu'il y a un moteur qui tourne plus souvent que l'autre. Je sais pas. Dis-moi, quand tu fais ta procédure à un moteur, tu tournes que sur le 2, que sur le 1, ou vous variez les plaisirs, ça se passe comment? Peut-être airport, terrain. Bon, ouais, ça l'avantage c'est que le terminal, ça dépend où tu tournes, à gauche ou à droite. C'est pas mal comme réponse. Bah là je vais tourner à droite, donc c'est pas mal de l'avoir regardé celui de gauche pour le dernier virage. PNC, dernier virage. C'est ce qu'ils annoncent en cabine. Bon. Alors, ça va être la J33, parking. Juliette 33, dis-moi vous voulez le prendre parce que sinon je vais m'énerver. Ah, attendez, excusez-moi, je suis à la recherche. Juliette 33. Non. Ah, faudrait qu'un jour on se fasse. Ce qui serait top, c'est qu'on se fasse le. Ouais, c'est ça l'alarme de configuration que j'ai mis trop de gaz. Taxi light, on va le couper pour étirer des blue air. Le collègue qui va nous aider. Hop. En gros, le moteur droit va gérer les normal break et le gauche les anti break. Ok. Alors, j'ai ouvert ma fenêtre, j'ai un insecte sur mon écran, c'est un enfer. Tu veux pas dégager, frérot? Ça, j'enlève juste ça, ça me perturbe. Vas-y. Ouais, il me dit doucement là. Ok. Eh, fallait se réveiller, mec. Ouais, d'un coup, il se réveille. Alors, minute. Allez, parking brake 7. Vu qu'on est branché sur la PU. Hop. Left. Engine number 1. Down. Ok. Là, moi, j'aurais tendance à couper l'anti-call. On est branché sur la PU. J'ai tout de suite demandé à ce qu'on ait le groupe de parc pour que je puisse couper la PU. Plan de service. 7. Ground power request. On va aller jusqu'à l'éteindre, hein, si ça vous va. On va se brancher. On va couper la PU. Pendant ce temps, nos gentils passagers vont pouvoir descendre. Il disait qu'il fallait pas dire décharger, mais désembarquer. Décharger, ça fait un peu genre c'est des colis. Moi j'aurais dû tendance à dire fonction de ce que j'ai compris de couper les packs et de mettre là sur open, la PU bleed sur on, mais bon là les prop bits j'aurais dû les couper un peu plus tôt. Vu qu'on va pas servir de ça, on va éteindre l'avion, je les aurais coupés. Les électriques pompes pareil. Ça devient un sympa de Noël là, le cockpit. Ça on va essayer de descendre. Bon ici pour l'instant c'est bon, vu qu'on se sert plus de la PU, je vais pouvoir tout couper. Voilà. Voilà. Ouh. On peut plus dire mesdames et messieurs. Alors on décharge la cargaison. C'est pas mal aussi, j'aime bien le concept. En gros, comment tu as livré en mode hors ligne? Comment tu as livré en mode hors ligne? Non, c'est la scène. Au Canada, on dit dégager. C'est pas mal aussi. Non, c'est la scène de base qui a le trafic au sol, je crois. Ouais, c'est la scène de base. Tout ça, là, c'est alors non, ça c'est GSX, mais elle est belle. C'est la scène, elle est un peu lourde, hein, du coup. Elle me bouffe un peu de ressources. Mais voilà. L'avion est parqué. Posé, pas cassé. Tiens, on va regarder comment on a fait à l'atterrissage avant de continuer. Alors, attendez. On va voir votre vol. Alors, je voulais voir... Ah ouais, c'était la merde au niveau de la météo quand même. Ça turbulait un peu. La météo en temps réel.
Ouais, ok. Passengers deboarding starting. Allez, ça décharge. Dégagé. Ouais, c'était pas mal. On voit que l'autopilote s'est un peu battu. Moi, à la fin, quand j'ai repris à la main, j'étais en train de vous parler. Je regardais plus où est-ce que j'en étais. Mon circuit visuel était out. Du coup, bah, j'ai fait un palier. Et puis, oh putain, faut descendre. Voilà. Au niveau du posé, le top ça aurait été de poser là. Après, j'avais un peu de vent. J'ai un peu laissé planer. J'aurais dû viser peut-être un peu plus bas pour aller faire un touch ici. Ok. Et au niveau du posé, c'est un beau posé. 97. Alors, sans me jeter les fleurs. Hein. 1G, 97 pieds par minute. Je pense qu'on est pas mal. Ouais, non mais tu vois, HB 31500, c'est parce que c'est un Boeing, tu vois, c'est plus facile que sur un Airbus. Le mec il va me tuer, il cherche toujours des excuses. Clap, 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 ah, c'est drôle en vrai. Bon après ça reste du simu. Hein. En vrai les Boeing ça se pose comme Ryanair, mais il les pose à ce qui paraît comme Boeing le préconise. Fuel ponction sur on, prohibition sur off, hydraulic panel set, flaps up, parking brake on va le laisser, engine start lever off, cut off, weather radar off. Shutdown checklist complete. Et puis après vous aurez la checklist. Comme ça on le fera plus tard. Non honnêtement c'est cool. Ok. Je suis intéressé d'apprendre sur cet avion. La prochaine fois je pense qu'on pourra faire c'est les modes parce que là je suis passé très vite dessus, le FMS aussi. Je trouve que le FMC, moi je préfère la façon de penser du FMC Boeing. Attention, là pareil, c'est mon avis. Airbus c'est très bien foutu, mais il y a des pages comme Prog que je trouve génial. Où ça nous donne juste des points détaillés, le top of descent, juste des points clés, où est-ce qu'on va y arriver. Ça sur l'Airbus, faut que je scrolle dans la page, alors à moins que je sais pas où est-ce que c'est. Après Airbus que j'aime bien, c'est l'automatisation, être très poussée, etc. Mais je trouve qu'au niveau du feeling et tout... Je sais pas, j'ai une petite préférence pour Boeing, même si Airbus font du matos sur 1000 à 350 c'est un truc de fou, 320 c'est un truc de fou. Même le 330 c'est une machine de fou. Donc voilà, bon on va partir du principe qu'il n'y a plus de passagers parce que je vais pas les attendre pour la nuit. Donc ça se couperait. Ça pour moi il faut les laisser en route, je les avais coupés mais je pense qu'il faut les laisser en route. On va pour couper les navigation lights. Tout est sur off. Ça c'est sur off. On va pouvoir couper les IRS. Donc là, vous allez voir que sur les écrans, ça va se passer. Voilà, c'est Bagdad. Vous allez voir que le yaw dumper a sauté. Que si j'essaie de l'activer, clac, il ressaute automatiquement. Voilà. Normalement, on ferait ça. Hop. Voilà. Alors, pour moi, le standby power, il est mis sur off. Voilà. Sur off, on se débranche du groupe de sol. Clac. Et on coupe la batterie. On va voir ce que préconise la checklist. Secure checklist. ARS off. Emergency light off. Windows it off. Pack off. Secure checklist complete. Donc voilà. On est tranquille. Et bah allez, sur ce, je vais vous laisser. On va se mettre là. On va aller regarder descendre gentiment. Désolé, ça lag un peu parce que la scène est un peu gourmande. J'espère que ce live vous aura plu. Je pense qu'il y aura la rediffusion sur YouTube complète ou peut-être hachée. Ça m'a bien fait plaisir de vous avoir dans le chat, c'était bien dynamique, c'était très sympa, moi j'aime bien, même si on n'est pas très nombreux, c'est un petit comité, c'est sympathique, j'aime beaucoup. Je pense que je referai le même live lundi prochain, moi c'est tous les lundis. Vous retrouvez demain à la rédaction d'Aerobuzz pour la rentrée, à midi, voilà, rendez-vous. Vous aurez vendredi, si je dis pas de conneries, Jeff qui vous fera un autre live sur le Concorde. Donc allez jeter un coup d'œil, ça peut être très sympa. Sur P3D, donc c'est pas MSFS, mais la machine est quand même folle. La machine est folle, ouais. Et voilà, bon en tout cas merci d'avoir suivi le live. Merci à HB 31500 et Cargolus pour les petites précisions. Clément 777 Max aussi, merci à vous. C'était très sympa pour les petites précisions. Et puis je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao tout le monde.